quasiment 10 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Oh là là, qu'est-ce que vous en pensez de la bière? La bière, c'est du pain liquide. Un coca sans bulle, quand on a pris une cuite la veille ou qu'on a mal à la tête, permet de baisser la nausée et le mal de tête. C'est sucré, sauf si c'est avec un édulcorant. Et deuxièmement, c'est extrêmement acide, le coca. En fait, on prend 1 gramme par jour à partir de 20 ans. Pardon? 1 gramme, c'est énorme. Jour, oui. Donc ça fait 3 kilos pour les 10 ans. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, émission spéciale sur le diabète et le sucre. Le docteur Réginald Allouche a sorti un livre qui s'appelle « Sucre, l'ennemi public numéro 1 ». On va en parler, on va parler du sucre, de ses méfaits, de tout ce que ça peut faire sur le corps humain. On va aussi parler de sommeil, d'aliments, les aliments qu'on peut surconsommer, on peut en manger beaucoup, alors vraiment jamais, ou de temps en temps. On va parler de plein de sujets très intéressants. On va parler aussi des astuces de grand-mère sur l'alimentation. Est-ce que c'est efficace ou pas? Je vais aborder le sujet. Comment on peut perdre du poids de manière saine? Comment on peut remplacer le sucre aussi? Est-ce qu'il y a des substituts au sucre qui sont encore plus mauvais? On va en parler. En tout cas, merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous êtes environ 150 000 à nous retrouver chaque mois. Cliquez sur vous abonner sur YouTube. Pareil, n'hésitez pas à commenter l'émission, à la liker, mettre la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines sorties, comme tous les mercredis, vendredis et dimanches, ainsi qu'en podcast audio. Si vous nous écoutez, vous pouvez nous écouter sur le trajet, en transport, en voiture, en moto, etc., avec des écouteurs, ou si vous êtes au sport ou en train de courir. Je sais que vous êtes nombreux à courir avec Légende. En tout cas, merci d'être là. Et c'est parti avec Réginald Allouche et son livre qui s'appelle « Sucre, l'ennemi public numéro 1 » sur Légende. On y va. Bonjour, je suis le docteur Réginald Allouche. En fait, j'ai dédié ma vie professionnelle à la lutte contre le diabète, à sa prévention, à son traitement. Et je suis heureux aujourd'hui d'être sur Légende. Voilà, bienvenue. Docteur Réginald Allouche. Voilà. Merci d'être là. Vous avez fait un livre, vous avez sorti un livre qui s'appelle « Sucre, l'ennemi public numéro 1 » oui. chez Albin Michel. Est-ce que le sucre, c'est une drogue? On en parlera tout à l'heure, mais est-ce que ça peut être considéré comme une drogue? Une drogue, non. Non, c'est un produit dont il faut se méfier. Mais ça n'est pas une drogue. Parce qu'une drogue, vous savez, quand vous prenez une drogue, vous cherchez la substance, vous êtes capable même de casser une pharmacie pour avoir la substance. Alors que là, on n'a jamais vu personne... manger, avaler 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. En cachette. Voilà. Il faut que c'est une connotation de plaisir. La Madeleine de Proust, c'est du gras et du sucre. Il y en a qui deviennent accros au sucre, vraiment, qui ne peuvent plus s'empêcher de manger. Il y a des gens qui ont des addictions, mais ils ont ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait une fixation sur le sucre. Donc, ils vont manger beaucoup de sucre parce que ça leur rappelle quelque chose ou parce qu'ils ont besoin de se calmer. Parce que, voilà, c'est comme un médicament pour eux, en fait, en gros. Un médicament qui les calme. Parce que le sucre, il faut savoir que lorsqu'on mange du sucre, on a des capteurs qui vont activer une glande qui s'appelle le système de la récompense, qui va faire de la dopamine de plaisir. Et le cerveau, il adore la dopamine. C'est pour ça que... Et d'ailleurs, quand vous prenez du sucre, il est rare que vous ne repreniez pas la substance. Hein, quand vous prenez un bonbon, vous en prenez 2. En général, un bout de chocolat, le deuxième quart essuie. Hein. Ouais. C'est quand on me dit, on a envie d'en docteur, prendre, je peux prendre un carré de chocolat? Bien sûr, mais on sait très bien que ce sera 2. Voilà. C'est comme ça. On a un cerveau qui adore le plaisir. Alors, ce qu'il faut dans la vie, c'est avoir plusieurs plaisirs. Pas seulement l'alimentaire, pas seulement l'alcool, pas seulement la relation sociale. Et voilà. Donc, il faut varier les plaisirs pour ne pas que le cerveau devienne monomaniaque. D'accord. Et souvent, il y a des gens qui n'ont que ce plaisir-là. C'est vraiment très dangereux le sucre, on va parler de tout ce que ça peut apporter. On va faire un test tout à l'heure, il y a un test qui existe pour évaluer votre risque de diabète très rapidement. Oui, et de prédiabète. Et de prédiabète, on va le faire. Est-ce que vous pouvez devenir diabétique ou pas? On va en parler après. Je vais vous donner un panier de courses avec plein d'aliments, de choses qu'on peut manger, du Nutella, des choses au quotidien. C'est un jeu, alors. Non, c'est pas un jeu. Je vais vous montrer des aliments et vous allez me dire, est-ce qu'on peut en manger raisonnablement? Est-ce qu'on peut en manger beaucoup? C'est pas dangereux pour la santé? Ou est-ce qu'il faut absolument jamais en manger? C'est vraiment dégueulasse pour notre corps. D'ailleurs, vous dites une chose très importante dans le sucre. C'est la surconsommation de sucre qui est extrêmement dangereuse. C'est pas la consommation de sucre. L'idée, c'est pas de dire plus jamais de sucre. C'est la surconsommation. Mais à quel moment commence la surconsommation? Je vais vous parler aussi des astuces de grand-mère. Tout à l'heure, il y en a plein, en rapport d'ailleurs avec le sucre, il y en a plein aussi autour de ça. Vous allez me dire, si vous êtes spécialiste même de l'alimentation, vous avez une grosse connaissance de tout ça, vous allez me dire si c'est efficace pour maigrir, pour grossir, pour prendre du poids, etc. Pourquoi certaines personnes perdent du poids quand elles sont stressées, qu'elles dorment peu, et pourquoi certaines personnes prennent du poids? Il y en a qui en perdent et il y en a qui en prennent. Ça, c'est une question d'hérédité. C'est-à-dire qu'on est vraiment... les enfants de nos parents ou de nos grands-parents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont réagir par un stress, effectivement, en ayant un métabolisme qui va s'accélérer.
ils vont perdre du poids, et d'autres avec le stress. À chaque fois que vous savez, quand il y a du stress, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des petites glandes au-dessus des reins qui s'appellent les glandes surrénales, qui vont faire une hormone, l'hormone du stress, qui s'appelle le cortisol. Et à chaque fois que le cortisol est injecté dans le sang par l'intermédiaire du stress, eh bien vous avez le foie qui va lâcher du sucre. Et donc ce sucre, normalement, va provoquer la sécrétion d'insuline. Et petite question, dans votre livre, vous dites on découvre le sucre avant la naissance. Oui. Pourquoi on découvre le sucre avant la naissance? Parce que lorsqu'on est dans le ventre de sa maman, il y a un liquide, on baigne dans un liquide qui s'appelle liquide amniotique. Et ce liquide, il est très légèrement sucré. Et on le déglutit pratiquement de façon permanente. Donc on a déjà une relation au sucre qui est plus une relation sympa, puisqu'on est dans le ventre de sa mère. Pourquoi on aime le sucre autant? Pourquoi en étant adulte, on aime ça? Ça, c'est tout simplement parce que sur le bout de la langue, on a des capteurs. On a 10 à 12 000 capteurs sur le bout de la langue qui sont sensibles au salé, sucré, amer, acide, délicieux. Et en fait, lorsqu'on a du sucre sur la langue, ça va activer une zone qu'on appelle le centre de la récompense. Et le centre de la récompense, quand il est déclenché par ce goût sucré, il va faire de la dopamine de plaisir, qui est une hormone de plaisir pour le cerveau. Donc, qu'est-ce que fait le cerveau? Quand vous buvez du sucre, vous mâchez du sucre, à ce moment-là, il va avoir sa dopamine. Et lui, ce qu'il veut, le cerveau, il aime une chose, c'est le plaisir. Il veut que ça recommence. Donc, il est rarissime de prendre un bonbon ou une petite fraise rouge. On en prend 2, on en prend 3. Voilà, tout simplement parce que le cerveau veut recommencer l'expérience. Donc, on a une relation au sucre qui est particulière, parce c'est presque un piège. C'est-à-dire que le sucre, il y a 2 siècles, n'était pas à table. Il n'y avait pas de sucre à table, puisque le sucre, c'est en fait une révolution industrielle qui fait qu'on a extrait de la canne à sucre, et après, sous Napoléon, de la betterave à sucre, on a extrait du sucre. Et puis, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la productivité était telle que le sucre est devenu un ingrédient... Mais je rappelle que le sucre ne se trouve pas sur les arbres ou sur les racines. C'est un produit industriel. Il est né de la canne à sucre qu'on écrase, qu'on broie, on en fait un liquide. Le liquide, on le dessicque, on le dessèche, et puis on en fait... C'est un produit modifié, quoi. C'est un additif alimentaire. Ça n'existe pas. Le sucre en poudre n'existe pas à l'état naturel. Est-ce que ça devrait être considéré comme une drogue, le sucre? Non, pas vraiment, parce que la drogue, en fait... dans la drogue, vous savez, il y a une définition pour les médecins, qui est le DSM, c'est une classification des drogues. Et en fait, on n'a jamais vu personne se lever à 2 heures du matin pour avaler 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. C'est toujours sous une forme hédonique. C'est-à-dire quoi? Hédonique, de plaisir. Regardez, la Madeleine de Proust, qu'est-ce que c'est? C'est du gras et du sucre. C'est un gâteau, un petit gâteau. Donc, quand on a envie de sucre, en général, c'est sous la forme de petits gâteaux, de chocolat, de bonbons, des choses comme ça. C'est pas le sucre pur. Alors que dans les drogues, on va chercher sa substance, et puis surtout, ça modifie les relations sociales. Quand on a besoin de drogue, on est capable de tout pour en obtenir. Le sucre, c'est pas tout à fait pareil. Alors maintenant, la question c'est, drogue, oui, mais... Donc ça n'est pas une drogue. Disons que ça n'est pas une drogue. Mais il peut y avoir une addiction. C'est un ennemi? Alors, c'est le titre de mon livre, Ennemi public numéro 1. Pourquoi? Parce que... alors, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais je pense plutôt que c'est un ami qu'il faut tenir à distance. Vous savez, vous avez des amis qui sont très envahissants. Voilà, il y a des amitiés toxiques. C'est-à-dire qu'il y a des amis qu'on aime voir de temps en temps, et puis il y a des amis qui sont là tout le temps, qui viennent en vacances avec vous, et à la fin, vous n'en pouvez plus. Pourtant, ça n'empêche pas l'amitié. Et je pense que le sucre, c'est la même chose. Il faut savoir l'utiliser ou l'apprécier quand on en a envie, mais le tenir à distance. Et ça, c'est extrêmement difficile, parce qu'aujourd'hui, il est partout. Donc, tenir à distance un ami, c'est facile. Tenir à distance le sucre, c'est un peu plus compliqué. J'ai une amie qui s'est mise à manger, la femme d'un de mes copains, il y a pas longtemps, des espèces de framboises enrobées de chocolat. Là, il y a un nouveau truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et comment? Les framouilles, voilà. Et Framouilles. Exactement, c'est exactement ça. Et elle est tombée, c'est marrant que tu connaisses, c'est Antoine qui est derrière la caméra. Et donc les framouilles, on va croire que c'est un placement de produit, mais pas du tout. Elle en a tellement mangé, en fait, et s'est mise son cerveau à s'habituer à ça. Et elle en a mangé pendant 3 semaines. Elle n'a mangé quasiment que ça, alors qu'elle est médecin, elle est équilibrée, tout va bien dans sa vie, elle a 2 enfants, elle est heureuse et tout ça. Elle a fait des crises de boulimie. Son cerveau avait de plus en plus besoin de sucre. Il a vrillé, quoi. Elle a
complètement vrillée avec ça. Elle a pris un peu de poids. Alors, ça se voit pas, mais c'est de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, putain, j'arrive plus à serrer mon jean, qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Et c'était ce week-end, pour ça que ça me fait marrer d'en parler aujourd'hui. Est-ce que le cerveau peut devenir fou avec le sucre et à un moment donné, on devient complètement drogué de ça? Absolument. Si elle a trouvé quelque chose de vraiment un grand moment de plaisir, qu'elle a voulu toujours reproduire, mais vous m'avez dit elle a 2 enfants, elle est médecin, même si elle est très heureuse, elle a une forte pression. Et donc, ça permet aussi de lâcher la pression, d'avoir un plaisir. Le sucre, c'est un plaisir autorisé, n'oubliez pas. Il y a d'autres plaisirs qui sont autorisés, mais qui sont socialement plus compliqués à grosse dose. C'est par exemple l'alcool. Vous pouvez boire un coup de temps en temps, mais vous ne pouvez pas tout le temps boire. Je ne parle pas des autres drogues. Le tabac, on sait ce que ça donne sur la santé. Le sucre, il a encore cette image de plaisir pur. Mais le cerveau peut vriller. C'est-à-dire que le cerveau peut se mettre à être obsédé par quelque chose. Comment on fait passer une envie de sucre? Est-ce qu'il y a un truc à manger qui n'est pas mauvais, qu'on peut prendre sur soi, un truc à la con, et qui évite d'avoir envie de manger de sucre? Alors moi, j'ai un truc, mais c'est vraiment mon truc. Alors je le communique à mes patients, c'est de prendre une amande sans la peau et de ne pas la manger, de la ronger. Comme ça. C'est pas très beau à voir. Et d'ailleurs, au bout de quelques secondes, les petits bouts d'amande que vous avez sur la langue commencent même à avoir un petit goût sucré. En fait, ce qu'il faut, c'est leurrer votre cerveau. En gros. Faut le leurrer, ouais, faut qu'on lui fasse croire que c'est du sucre. Parce que, vous savez, souvent, l'inconscient n'est pas votre ami. C'est-à-dire, vous n'allez pas bien, vous dites, allez, voilà, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Mais la réalité, c'est que si vous faites ça un jour, pas de problème. Mais si vous le faites tous les jours, à ce moment-là, ça devient une habitude et ça peut devenir une addiction et ça peut poser des problèmes après de poids. Il y aura marqué un jour sur des paquets de gâteaux, des paquets de bonbons, le sucre tue. C'est possible qu'il y ait un jour des warnings. Je pense pas voir ça de mon vivant. Pour une bonne raison, c'est que ça ne nous a pas échappé. Nous vivons dans des pays très réglementés. Il y a un règlement pour tout. Il y a des normes pour tout. On le dit souvent d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, même le gouvernement le dit. C'est-à-dire qu'il y a trop de normes. Mais alors, il n'y a pas de normes pour la quantité de sucre qu'on peut mettre dans les gâteaux et dans les bonbons. C'est étonnant. Pas encore. Vous voyez bien que ça se resserre de partout, quand même. Je ne sais pas. Il y a eu en 2012... Toutes les règles. Il y a eu en 2012, le gouvernement a organisé une table ronde avec les industriels pour diminuer le taux de sucre et aussi le sel dans les aliments. Ça a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, les industriels, eux, ont joué le jeu. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qu'on veut comme quantité de sucre dans les bonbons et dans les gâteaux de nos enfants ou même dans nos plats? Est-ce qu'il est normal que dans des produits salés, il y ait du sucre alors que vous achetez du salé? Donc on met du sucre, pourquoi? Parce que le sucre, c'est un très bon conservateur et c'est un exhausteur de goût. Et il couvre l'acidité des produits quand ils ne sont pas de très bonne qualité. Donc en fait, le problème, c'est qu'on en met partout. C'est tout. Donc il y a le fait de manger du sucre sciemment et puis il y a tous les sucres cachés qui sont dans les plats préparés, qui sont dans les préparations industrielles. Alors, vous êtes médecin, chercheur, ingénieur biomédical. On va parler après de ce que vous faites aussi. Vous allez me parler du petit capteur qu'on peut mettre sur le bras après, et les recherches que vous êtes en train de faire, et des masterclass que vous préparez aussi. Je voulais avoir votre avis sur l'aspartame et tous les autres, on va appeler ça des faux sucres, qui nous donnent une sensation de sucré alors qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Alors, dangereux, il y a eu des tas d'expertises qui ont conclu, menées par la communauté européenne, les scientifiques de la communauté, qui ont dit non, c'est pas dangereux. Moi, je pense au fond que le problème avec le sucre et les édulcorants, c'est qu'il faut se déshabituer du goût du sucre. Donc, si vous mettez de l'édulcorant, vous allez maintenir cette appétence que vous avez pour le sucre. En plus, il faut savoir que des études scientifiques ont montré que les édulcorants à dose importante modifiaient la flore bactérienne intestinale. Vous savez que dans notre intestin, on a beaucoup de bactéries. On a quasiment 10 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Ah là là. Voilà. Et donc, on vit avec. Et on vit grâce à elles. Parce que c'est elles qui font des vitamines, elles font plein de choses. Mais lorsqu'on prend des édulcorants en grande quantité, le problème, c'est la quantité. C'est toujours c'est où s'arrête la raison, où commence la déraison. Et en fait, quand on en mange beaucoup, on modifie la flore bactérienne. Et ça peut même aller jusqu'à provoquer des prédiabètes. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est savoir raison garder et puis utiliser ça de temps en temps, de façon exceptionnelle. Est-ce que le sucre donne le cancer? Ça, c'est vraiment des débats que j'entends régulièrement à table. Il faut arrêter totalement le sucre. Ça peut Alors, donner il y a deux choses dans votre question. Il y a, est-ce qu'il faut manger du sucre quand on a un cancer? Et où est-ce que le sucre donne les cancers? Le lien direct sucre-cancer, il n'existe pas. Par contre,
il y a 2 fois plus de risques quand on est diabétique, avéré. On a 2 fois plus de risques d'avoir un cancer que les autres. Voilà. Donc là, il y a un risque, je dirais, épidémiologique. Parce que les risques de maladie avec le sucre, c'est quoi concrètement? Des caries? Alors, par la bouche. Les premières, c'est la bouche. Ça peut finir par coûter très cher. Parce que les implants, tout ça, ça coûte pas très cher. Donc l'hygiène dentaire, c'est extrêmement important quand on mange beaucoup de sucre. Première chose. Deuxième chose, c'est le surpoids. Quand vous avez des enfants qui, au lieu d'aller courir, se balader, machin, sont sur le canapé, et sont... Parce qu'on dit le risque de l'écran. C'est pas le risque de l'écran, c'est le risque du canapé ou du fauteuil. Parce qu'en fait, on est dans une civilisation qui est de plus en plus assise. On est assis. Non, on bouge plus, ouais. C'est par des sociologues qui ont fait... D'ailleurs, cette émission, je devrais la faire debout, en vrai. Bah, exactement. En marchant. D'ailleurs, je suis très, très étonné d'être assis, puisqu'il le faut. Voilà, donc en fait, les enfants assis, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à manger du sucre. Et c'est normal, parce qu'ils ne sont pas au régime, les enfants. Ils sont en pleine croissance. Donc vous n'allez pas les mettre au régime. Mais ils vont commencer à prendre du poids, être un peu bouboule, et ainsi de suite. Puis après, il y a les autres maladies qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'on peut devenir prédiabétique. Donc le prédiabète, c'est une période très particulière qui dure entre 5 et 20 ans, où on a une petite augmentation du taux de sucre dans le sang. C'est très léger? C'est très léger, il n'y a aucun symptôme, ou quelques vraiment symptômes mineurs, et il ne se passe rien. Mais c'est à ce moment-là où il faut agir. Parce que le prédiabète, il est réversible. On peut revenir en arrière. Mais quand on devient diabétique, à ce moment-là, c'est irréversible. Mais il y a d'autres maladies aussi. Il y a la fameuse NASH. La maladie du foie gras. La maladie du foie gras. Qu'est-ce que c'est le foie gras? Le foie gras, en fait, c'est celui qui régule, l'organe qui régule le taux de sucre dans le sang, c'est votre foie. Parce que c'est lui qui a les réserves de sucre. Il trinque avec l'alcool, parce que c'est du sucre. Voilà, et l'alcool, non, c'est pas que ça, parce que l'alcool, c'est très particulier. L'alcool est un poison pour le cerveau. Donc le foie, dès qu'il voit de l'alcool, il arrête tout ce qu'il fait, et il le métabolisme pour éviter que votre cerveau... C'est pour ça qu'on a mal à la tête le lendemain? Bah, le lendemain, oui. Une grosse cuite? Non, c'est aussi parce que le foie est fatigué, et que quand le foie est fatigué, il ne fait jamais mal, le foie. Il n'a pas de terminaison nerveuse. On n'a jamais mal au foie. Quand on dit j'ai mal au foie, c'est que vous avez mal à la vésicule biliaire. Voilà, il ne fait jamais mal. Et donc, les maladies, qu'est-ce que c'est que le foie gras, pour répondre à votre question? Attendez, pardon, oui. Mini-pause, mais vous buvez jamais d'alcool, du coup? Si. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que vous dites que c'est un poison, c'est intéressant. C'est un poison pour le cerveau. Vous qui étudiez de près, ça doit vous... Oui, c'est un poison pour le cerveau. Donc il faut éviter au maximum de boire. Non, vous pouvez... Si vous prenez un verre de vin rouge, pendant un repas, le verre de vin rouge, c'est pas une quantité astronomique Je parle des gens qui, régulièrement, on sait qu'en 10 ans, vous buvez 1 litre de vin rouge tous les jours et vous pouvez être cirrhotique. Donc en fait, c'est une question de quantité. Tout ça, c'est une question de quantité et de raison. Et donc vous buvez un verre de vin rouge? Moi, je bois un verre de vin rouge de temps en temps au repas et ça me fait plaisir et j'aime ça. Mais pas trop, quoi. Pas trop. Et surtout du très très bon vin. Très très bon vin. D'ailleurs... c'est sûr que quand on peut, c'est mieux que de boire de la merde. Hein, oui, mais ça veut dire que si vous faites ça, si vous buvez du très bon vin, que vous en prenez un seul verre ou à 2 avec votre épouse ou avec un, à ce moment-là, il faut un bon bouchon qui fait du vide pour pouvoir garder la bouteille. Parce que le problème, c'est quand on ouvre une belle bouteille, on a envie, voilà, c'est quand même assez... on peut boire 2 verres ou non? On peut boire 2 verres de temps en temps, mais un verre de vin rouge bien tannique, c'est très bien. Alors, est-ce que ça c'est je vais revenir après avec le panier de courses dont je vais vous parler en vous citant des aliments. Est-ce qu'un verre de vin, non seulement c'est pas mauvais pour la santé, mais est-ce que ça peut être bon pour la santé? Alors on entend toujours des trucs... Alors c'est une question où personne ne tranchera, pour une bonne raison. C'est que si vous dites à la télévision, c'est-à-dire chez vous, vous pouvez boire un verre de vin rouge tous les soirs, à ce moment-là, on va entendre pas un verre, on va entendre plusieurs verres. Voilà. C'est ça le problème. C'est que il faut... Le message peut être très facilement déformé. Et puis, le vin, ça peut rester aussi... C'est une fête un peu de boire un peu d'alcool. Parce que ça désinhibe, ça ouvre la conversation, on se sent bien. Et justement, il faut rester dans le « je me sens bien ». Mes grands-parents, ils ont bu du rouge à table jusqu'à la fin de leur vie et ils ont vécu en bonne santé très tard. Mais ils faisaient quoi, vos grands-parents? Militaires. Voilà. Donc ils avaient une vie à l'extérieur. Sa femme ma grand-mère était femme au foyer, 5 enfants. Voilà. Donc ils bougeaient. Beaucoup. Ouais. Et voilà, ils faisaient bouger beaucoup. Ils avaient, voilà, c'est aussi votre vie. C'est quoi votre vie? Est-ce que vous êtes devant la télé
ou est-ce que vous travaillez, vous êtes dehors, vous bougez pas? Si vous voulez bien, on va parler d'alcool, Oui. pendant qu'on aborde le sujet. Est-ce qu'il y a des alcools plus mauvais que d'autres, plus sucrés? Parce que là, on parle de sucre, vous êtes spécialiste de tout ça. Est-ce qu'il y a des alcools plus sucrés que d'autres, moins bons? Mais le vin n'est pas très sucré. Hein. Le vin rouge? Le vin rouge n'est pas très sucré. Le vin rosé, il paraît que oui. Le vin rosé, c'est du sucre. C'est de l'eau sucrée. J'en connais pas mal, moi, des potes qui ont pris du poids avec C'est de l'eau des années sucrée. où ils ont bu beaucoup de rosé Alors, les étés. L'été, quand je dis à mes patients, attention au rosé. Parce que le rosé, ça se boit comme de l'eau. Plus il est frais, en plus, avec des glaçons on le boit, dedans. voilà, on le boit comme de l'eau. C'est plus du vin. C'est une boisson sucrée. Voilà. Le blanc, c'est plus sucré aussi. Voilà. Le champagne est moins sucré. Surtout le millésimé, il a que 3% de sucre. Donc il faut mieux boire du rouge ou un verre de champagne. Voilà. Si on doit à un moment donné, Voilà. boire en soirée, Voilà, en fête, voilà, machin, voilà, rouge voilà, ou verre de voilà. champagne. Pas refuser, parce que chez nous, c'est considéré en France comme... si vous refusez, c'est pas très très bien vu. Parce que ça veut dire que vous voulez pas faire la fête avec... Non, mais c'est pas méchant. C'est qu'en fait, on a envie de vous faire plaisir. On vous sort un bon vin, on a envie que vous buviez, c'est tout. Tout ce qui est rhum, alcool fort. Non, ça non. Les blancs, non. Les alcools blancs, non. Pourquoi De non? temps en temps. Très sucré? D'abord, c'est sucré, puis c'est très riche en alcool. Donc de temps en temps, oui, mais pas systématiquement. C'est très mauvais pour le cerveau? Le cerveau, de toute façon, vous avez... En plus, on est très inégaux par rapport à l'alcool. Il y a des gens qui vont métaboliser l'alcool très rapidement. Vous savez, c'est ces gens qui peuvent boire 1 demi-litre de vodka sans être bourrés. Puis il y en a d'autres qui prennent 2 verres, ils sont sous la table. C'est que tout simplement, c'est lié à la capacité qu'a votre foie de pouvoir métaboliser. Et alors, il y a effectivement des différences presque géographiques. Plus vous montez au nord et à l'est, et Est-Europe, plus vous allez métaboliser facilement et vite. Alors bien entendu, ça dépend des individus, c'est toujours très dur de dire « ah oui, là ». Mais le sud, et particulièrement l'Afrique du Nord, l'alcool, c'est pas très très bien métabolisé. En 1960, les gens buvaient 200 litres d'alcool par an. Donc ça fait à peu près 60 centilitres par jour. C'est 2 tiers d'une bouteille de vin quand même. Oui. Ah non, 75 centilitres, c'est même 3 quarts d'une bouteille de vin rouge. Oui. C'était beaucoup trop là pour le coup. Oui, c'était beaucoup trop. 3 quarts d'une bouteille par Est-ce jour. que vous pouvez me rappeler l'espérance de vie en 1960 ? C'était aux alentours de 60 ans, ouais. Voilà. 55, 60 ans. Voilà, exactement. Donc en fait, on peut toujours prendre des contre-exemples. C'est toujours le même exemple du type, on va vous dire « Ah, mais je connais un type qui a 90 ans, il fume 2 paquets par jour. » Oui, mais il y a eu 10 000 morts avant. Oui, bien sûr. D'accord ? Donc, C'est un peu les exceptions. Voilà, c'est des exceptions qui confirment la règle, pour reprendre l'expression. On peut parler de la bière, pour terminer Oui. sur l'alcool. Qu'est-ce que vous en pensez de la bière? La bière, c'est du pain liquide. C'est du pain liquide? Ce sont des céréales fermentées. Puisqu'on fait ça à partir du houblon. Et donc, les céréales fermentées, c'est comme si vous preniez du pain en liquide. Donc, c'est du sucre. Donc, c'est pas bon? Ça fait des gros ventres. Oui. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Non, bien sûr, bien sûr. Mais boire une bière de temps en temps, c'est délicieux. C'est dommage exactement. Faut pas se priver on Voilà, n'a qu'une vie aussi. Ce que je voudrais pas, c'est que les gens pensent que la vie, c'est l'orthorexie. Je fais rien, je bois pas, je fume pas, j'arrête. Et en fait, c'est pas ça. La vie, elle est faite de plaisir. Moi, je vais vous dire, ma théorie est simple sur la nutrition, parce que c'est quand même mon métier. C'est la routine avec des exceptions. C'est-à-dire que, vous savez, dans les cantines avant, il y avait un panneau à l'entrée où on avait le lundi midi, il y a ça, le mardi midi, il y a ça. Un planning. Un planning, et c'était toujours la même chose. C'était pas si mal. Parce qu'en fait, je vous mets au défi, si je vous donne un régime, je vous dis, voilà, prenez une feuille et marquez ce que vous allez manger lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir, sur 15 jours. C'est extrêmement compliqué. Mais l'avantage, c'est que si vous faites ça, vos courses seront adaptées et vous aurez une fois par semaine un repas d'exception avec les copains, ou vous invitez des gens, ou vous allez au restaurant. Voilà, c'est ça la vie. La vie, c'est pas de manger tous les jours comme un repas de fête. Vous voyez, dans les supermarchés aujourd'hui, vous avez le saumon fumé. Il y en a partout maintenant. Il y en a partout. Moi, je suis d'une génération où c'était le 31 décembre. Il n'y en avait même pas dans les rayons. Eh bien, ça n'existait pas. Voilà. Donc, il y a eu la pisciculture. La Norvège a commencé, pour sauver son saumon, à le cultiver, avec les aléas qu'on connaît. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut une routine avec des exceptions. Et l'exception sera meilleure. Parce que l'exception, en fait, paradoxalement, plus votre organisme, il ne captera pas. Si vous faites une exception à 5 jours d'intervalle, eh bien, à ce moment-là, vous ne prendrez pas trop de poids. Alors que si vous faites 2 exceptions à 24 heures, votre cerveau, comme nous sommes les enfants des survivants de la période préhistorique, quand la chasse arrivait, il fallait se gaver parce qu'on ne savait pas quand on allait manger. Donc si vous vous gavez 2 fois de suite,
on baisse, dans le cerveau, il y a des récepteurs à une hormone de la satiété qui s'appelle la leptine. Et bien, la sensibilité baisse pour que vous puissiez manger plus. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc en fait, une exception de temps en temps, on s'en fiche complètement. Tiens, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Un jour, on se prend une cuite, ça arrive. On boit, on vous écoute pas, et on boit un peu plus qu'un verre de vin, et on en boit un peu. Voilà. Le lendemain, on se réveille, on a envie de vomir, on a mal à la tête. Qu'est-ce qu'on doit manger au petit déjeuner le lendemain d'une cuite? Alors, le lendemain d'une cuite, il faut s'hydrater. Parce que vos maux de tête, c'est lié à un problème d'hydratation. Il faut boire. Ce que vous faites là, il faut boire. Voilà. Et si vous buvez, vous vous hydratez. Donc, ayez plutôt le lendemain d'une cuite de l'eau, de l'eau, une soupe, enfin des trucs un peu liquides. Non, mais au petit-déj, on prend une soupe. Au petit-déj, vous pouvez manger votre petit-déj classique, mais peut-être moins solide et plus liquide. Donc du lait, peut-être pas de lait, parce que le lait, parfois, est indigeste. Donc, plutôt de l'eau, du café, jus de fruits, du thé. Non, pas de jus de fruits. Bah alors, dites pas liquide. Alors, pourquoi pas le jus de fruits? Alors, je vous pose la question. Une boisson chaude. Non, parce que c'est trop facile. Je passe pour un empêcheur de vivre. Non, mais pourquoi pas le jus de fruits? Jus de fruits, il y a du sucre. Il y a du sucre, mais il y a un piège. Hein. Non, ça doit être acide. Il doit y avoir un truc comme ça, non? C'est que, qu'est-ce qu'il y a dans le fruit? Vous avez de l'eau, des minéraux, des vitamines et du fructose. Le fructose, c'est le sucre des fruits. Du sucre naturel. Voilà, mais ce fructose est inutilisable par vos cellules. Il faut qu'il soit transformé en glucose, ce qui est une grosse transformation avec des enzymes compliquées. Et qui le fait? Le foie. Voilà. Et donc ça fait travailler le foie. Eh oui. Ah là là. Voilà. On avance. Donc si la veille, vous vous êtes fait une belle cuite et que votre foie, il a travaillé toute la nuit pour sauver votre cerveau, eh bien le lendemain, si vous lui donnez un bon verre de jus d'orange, eh bien, vous le remettez on duty. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'insuline exactement? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais pour bien comprendre, quand on est diabétique, c'est la reine des hormones. On doit se faire des piqûres d'insuline pour faire baisser pour faire baisser le taux de sucre. Pardon. Voilà. Alors l'insuline, c'est une hormone absolument incroyable. Que l'humain crée de base. Oui. Alors, l'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par un organe qui est très profond derrière l'estomac, qui s'appelle le pancréas, qui a d'ailleurs été découvert très très tard. Parce que c'est comme du mou un peu. Voilà, c'est très mou, c'est un petit organe, voilà. Et il fait l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui a 2 missions et une conséquence. La première mission, c'est une hormone qui va... Imaginez-vous un tunnel avec des portes. Et dans le tunnel, vous mettez du sucre qui circule. D'accord. Eh bien, l'insuline, c'est une hormone qui va ouvrir, qui a une clé, qui ouvre la porte, le sucre rentre dans la cellule, et la cellule peut être nourrie. Voilà. Donc l'insuline, c'est elle qui permet de faire rentrer le sucre dans les cellules. Et donc, dans le tunnel, il y a moins de sucre. Donc, dans vos WC, il y a moins de sucre. Ça, c'est la première mission. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'elle a une deuxième mission, très importante, c'est que les sucres qui n'ont pas été consommés, pas brûlés, parce que vous n'avez pas bougé, voilà, eh bien, ils vont être stockés. Et devinez quoi? Ils sont stockés sous forme de gras. Parce qu'en fait, quand on stocke le sucre, on ne le stocke pas comme ça. On le stocke sous forme de... Alors, je suis désolé pour le terme, il est un peu compliqué, de triglycérides. C'est facile. Tri, 3, glyc, glucose, avec un glycérol. Voilà. Et on met ça dans les cellules spécialisées, les adipocytes. Adipos, gras en grec, cytos, cellules. Les cellules qui stockent le gras. La petite bouée qu'on a autour du ventre. La bouée là, les bras, le visage, les fesses, les cuisses. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui deviennent un peu bouffis quand ils mangent trop de sucre? Ah oui, non, il y a pour une autre raison, c'est qu'une molécule de sucre, très bonne question, une molécule de sucre, 2 molécules d'eau. Donc ah oui. Voilà. Donc c'est pour la rétention d'eau, parfois c'est juste que tu manges trop sucré. La veille, on s'est fait le dessert, on était chez des amis, on a pris le dessert. Le lendemain, on se dit, mais ça c'est de l'eau. C'est de l'eau qui reste dans les joues. Voilà. Et le sel, c'est pareil. Une molécule de sel, 2 molécules d'eau. D'ailleurs, si demain vous voulez traverser le désert, vous savez très bien que vous prenez de l'eau et du sel. Pourquoi? Parce que si vous prenez pas de sel, votre eau va partir en sudation. Si vous prenez du sel, il va rester. Et le diabète, c'est quoi? C'est le fait que le pancréas régule pas. La troisième mission. Il faut absolument la dire, la troisième mission. Je suis désolé. Mais l'insuline, c'est une hormone anabolisante. Vous savez, comme dans le dopage, il y a des hormones qui anabolisent. Anabolisent, c'est-à-dire qu'elles boostent le métabolisme. En fait, dès que vous avez de l'insuline, vous allez booster toutes les cellules de votre corps. Voilà. C'est pour ça que ça a aussi une action sur les neurones, sur beaucoup de cellules. C'est pour ça que
c'est pas anodin d'avoir des pics d'insuline. C'est pas du tout anodin d'avoir des pics d'insuline. Faut pas traiter ça par le mépris. On n'est pas fait pour avoir des grosses doses de sucre qui emmènent de grosses doses, parce que dès que vous mangez du sucre, à peu près quelques minutes après, vous avez l'insuline qui apparaît. Donc si vous mangez beaucoup de sucre, au lieu d'avoir une sécrétion comme ça, vous avez une sécrétion comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, vers le haut. Et ça, c'est très très important à comprendre. L'insuline, c'est une hormone vraiment fondamentale. Et donc on en produit dès qu'on mange du sucre, en gros, pour éliminer. Voilà, exactement. D'accord. Je vais vous citer des aliments dans un instant. Juste avant, il y avait un test qui permet de savoir si on peut devenir diabétique, c'est ça? Oui. Ou prédiabétique. Ou prédiabétique. Je vais vous mettre le lien, si vous voulez aller voir ça, dans la description de la vidéo YouTube ou dans le podcast audio, dans la description, pareil, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc là, ça nous donne quelques questions. Ça dure même pas une minute, ça va vraiment très vite. Oui, très vite. Êtes-vous un homme? Je vais le faire pour moi, comme ça on va voir. Allez, quel âge avez-vous? Moins de 45, 45, 54, 55 et 64 et plus, donc moins de 45. Votre poids, moi je fais 80 kilos, ok. Et votre taille, je mets 185, voilà, 1m85. Ça va apparemment très vite. Votre tour de taille au niveau du nombril, je ne saurais pas trop, mais je pense vous êtes à 90, 94, 90. 90, ou alors 102 ou plus de 102. Effectuez-vous au moins 30 minutes d'activité physique par jour? Non. Je fais 2 fois par semaine du sport, mais c'est pas... Et combien de temps? Je fais 1 heure à peu près, 1h30. 1 heure ou 1h30, 2 fois? Ça dépend des fois. Mais en gros, 1h15, on va dire. 1h15. 1h15, 2 à 3 fois par semaine. En fait, pourquoi? Parce qu'on sait que quand on fait 150 minutes d'exercice par semaine en moyenne, on réduit les risques d'être diabétique de 54%. Voilà, c'est très clair, ça a été testé sur beaucoup de milliers de gens. Et donc, voilà, donc il faut, si vous faites 1h30, vous faites 90 minutes. Bon, mais oui, alors. Voilà. À quelle fréquence mangez-vous des fruits, des légumes ou du pain noir? Bon, tous les jours, je mange des fruits. Avez-vous déjà pris des médicaments contre l'hypertension artérielle? Non. Et avez-vous déjà eu des prises de sang avec une glycémie à jeun supérieure à 1? Non, j'ai pas de problème de glycémie Donc trop vous élevée. n'avez pas, votre risque est très faible. Y a-t-il un cas de diabète dans votre famille? Non. Ni grand-père, ni parents, etc. Ou enfant non plus. Connaître mon score, j'ai un score de 0. De 0 points, donc minimum. Aucun risque, oui. Donc ça, c'est bien. Si vous voulez le faire, regardez par curiosité. Et vous avez vu, les questions sont extrêmement intéressantes parce qu'il y a le poids, le surpoids, voire l'obésité, c'est un facteur de risque. Il y a l'hérédité aussi. Si on a un parent qui est diabétique, c'est 30% de risque d'être diabétique soi-même. Si on a 2 parents, c'est plus de 50% de risque. C'est beaucoup. Hein. Voilà. Et si on a eu un diabète de grossesse, ce qu'on appelle un diabète gestationnel, c'est un diabète qui commence au 3e mois de la grossesse et qui se termine à l'accouchement, eh bien, à 40 ans, les femmes enceintes qui ont souffert d'un diabète gestationnel ont à peu près 50% de risque d'être diabétiques de type 2. Donc, il faut bien les surveiller après l'accouchement. Quand on parle de diabète, il y a la technologie qui a vachement évolué depuis. Il y a des capteurs de glucose. Avant, il fallait se piquer les doigts. J'ai mon neveu qui avait ça et mon beau-frère. Il se piquait les doigts avec une sorte de stylo. Avec stylo-piqueur. Stylo-piqueur. Et ça fait hyper mal aux doigts au bout d'un moment. À la fin, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est les capteurs autonomes de glucose. Alors ça existe depuis 20 ans. Hein. Je vais le décrire. Hein. C'est un rond avec un petit, comme un clou au milieu, un tout petit. Alors le clou est souple. Hein. Ah oui, d'accord. C'est pas du fer, c'est un polymère. Hein. Voilà. Et donc ce capteur qu'on met en général derrière le bras avec un applicateur qui fait rentrer cette électrode sous la peau directement. Et puis elle va mesurer la glycémie, c'est-à-dire le glucose, le sucre émis, le sang. Le taux de sucre dans le sang, de façon permanente sur votre téléphone, vous allez voir ça. Avec une application, tu peux savoir combien tu as en temps. Voilà. Donc pour les diabétiques, ça évite de se piquer à chaque fois. Voilà, il y a 3-4 constructeurs qui font ces produits. L'intelligence en France, c'est que c'est en vente libre. Il faut quand même le signaler. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que moi, par exemple, alors bien entendu, on s'en est servi, on s'en sert surtout pour les diabétiques. Hein, parce que les diabétiques, il faut impérativement qu'ils surveillent leur courbe de glycémie pour pouvoir adapter leur traitement. Surtout les types 1. Les types 1 qui, eux, doivent s'injecter de l'insuline. Donc, ils vont s'injecter de l'insuline en fonction de leur glycémie, forcément. Mais pour les diabétiques de type 2, maintenant, c'est remboursé pour les diabétiques de type 2 qui sont traités à l'insuline, pas pour ceux qui ne le sont pas encore. Et donc, ça permet aux diabétiques de savoir où ils en sont et de voir si leur régime est adapté ou pas. Et moi, je me suis aperçu que les diabétiques qui avaient ça, ils perdaient du poids naturellement. Je me suis posé la question, parce que c'est pas ça qui fait perdre du poids. Hein. Et en fait, c'est tout simplement parce que
Quand vous avez un capteur comme ça sur vous et que vous regardez l'effet d'une part de pizza sur votre glycémie, là, vous comprenez tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça ne va pas monter, puis d'autres, ça va monter et ça va dépasser les zones. En général, la glycémie à jeun normale, elle est comprise entre 0,7 grammes par litre et 1,05 grammes par litre. Voilà. Si vous mangez une part de pizza et que vous dépassez 1,50 ou 1,60, c'est quand même un signe de quelque chose. Normalement, ça ne devrait pas dépasser. Même quand on se prend une cuite pour tout le monde? Si on prend une cuite, il peut y avoir une augmentation. Mais qui n'est pas signe de diabète forcément. Ce n'est pas un signe de diabète, mais ça vous donne une indication. Vous parlez d'un test à réaliser de 14 jours dans le livre. Oui. C'est quoi? C'est tout simplement parce que le capteur, il a une durée de vie de 14 jours. Parce qu'à l'intérieur, donc c'est connecté par Bluetooth au téléphone, et il y a un petit réservoir avec une enzyme qui va mesurer. Et ce réservoir, il a une capacité de test de 14 jours. Voilà. Et au bout de 14 jours, alors on peut se baigner avec. Voilà. Moi, je nage avec. Okay. Moi, je fais une fois par an, personnellement, pour savoir où j'en suis. Parce qu'avec le temps, votre capacité à absorber le glucose, le sucre et à le métaboliser va diminuer. Alors vous qui êtes vraiment ingénieur biomédical, je vais vous poser les astuces de grand-mère. Je vais vous parler des astuces de grand-mère qu'on connaît tous et vous allez me dire si c'est vraiment efficace ou, si vous ne savez pas, vous dites, mais si vous pensez que c'est efficace ou pas. Boire un jus de citron, ça c'est un truc de grand-mère depuis toujours, boire un jus de citron. Est-ce que c'est bon pour la santé ou en fait finalement c'est trop acide pour le ventre? Alors c'est bon pour la santé parce que le citron c'est un très très gros apport de vitamine C. Et c'est aussi, c'est acide au goût, mais c'est alcalin au niveau sanguin. Donc c'est un bon légume. Le problème, c'est que tous les matins, à jeun, c'est compliqué quand même. C'est comme la cuillère de vinaigre. La vinaigre, c'est de l'acide acétique. On sait que l'acide acétique diminue la glycémie, mais le problème, c'est de boire tous les matins une cuillère à soupe de vinaigre. Pas forcément bon. Pour les gens qui ont des reflux, des gastrites, des ulcères à l'estomac ou... C'est compliqué. Un coca sans bulle. Alors ça, j'ai toujours entendu, ça fait vraiment des années qu'on entend ça. Un coca sans bulle le matin, quand on a pris une cuite la veille ou qu'on a mal à la tête, permet de baisser la nausée et le mal de tête. Non, le mal de tête, en fait, le coca a de la caféine. C'est de la caféine et c'est cette caféine qui va faire qu'on a moins mal à la tête. Mais c'est sucré. Mais c'est sucré, sauf si c'est avec un édulcorant. Et deuxièmement, c'est extrêmement acide, le coca. C'est acide pour les dents et c'est acide aussi pour l'estomac. Donc, voilà, il faut mieux boire un café? Oui, il vaut mieux boire un café parce que ça protège le foie en plus. Le lait donne des os solides. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est un peu une rumeur de l'époque pour faire boire du lait? Écoutez, le problème du calcium, alors c'est dans les années 50, je crois que c'était Mendès France qui avait fait le verre de lait pour les enfants à l'école. Parce qu'à l'époque, il y avait du rachitisme, il y avait des enfants qui avaient des problèmes de calcium. Oui, ça apporte du calcium pour les enfants, parce que les enfants sont en pleine croissance, donc ils en ont besoin. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a plus de calcium disponible dans les légumes que dans le lait. Donc voilà, si vous voulez vraiment du calcium, moi j'ai des légumes. Il y a des tas de pays en Asie où il n'y a pas de lait. Et pourtant, les gens n'ont pas de problème de calcium. Manger trop épicé peut réduire la mémoire. Ah, ça, j'en savais rien du tout. Moi, je mange très, très épicé. Et je me souviens que j'ai bien rendez-vous avec vous aujourd'hui. Est-ce que c'est bien de manger une pomme pour couper l'appétit? Est-ce que ça marche? On entend des régimes à base de pommes. Il faut manger des pommes, des pommes, des pommes. Alors en fait, la pomme est intéressante lorsqu'on veut faire une collation vers 4h ou 5h de l'après-midi pour préparer le repas du soir. Mais manger une pomme, c'est vrai, il y a de la pectine dedans, il y a plein de choses très bonnes, mais c'est quand même un peu du fructose, c'est quand même du sucre. Donc ça peut aussi ouvrir l'appétit. Donc ça dépend vraiment des personnes. Et je pense que, d'ailleurs, il y a des gens chez qui ça marche. Vous savez, c'est comme le jeûne intermittent, c'est comme tout ça. Il y a des gens chez qui ça marche. Et si ça marche, tant mieux, continuez. Mais ça ne marche pas chez tout le monde. Alors, dernière rumeur, ça vraiment, je l'entends partout. Allez, dites-moi. C'est, tu t'es pris une cuite. Bon, vous allez me dire, je reviens vachement sur ça. Mais c'est un sujet pour plein de gens. C'est quand même le pays de l'alcool, la France. Il y a 800 000 personnes qui bossent dans le vin, vous vous rendez compte? Oui, mais enfin, on n'est pas le pays le plus alcoolisé au monde. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, on est producteurs. On est producteurs, on est grands producteurs. D'accord. De vin. Certains sont consommateurs. Oui. Mais
Est-ce que quand on a une énorme cuite, est-ce qu'il faut prendre un Doliprane avant de se coucher? Ça, je l'ai vraiment entendu tout le temps, partout. Machin. Prends un Doliprane avant de te coucher, demain, tu auras pas mal à la tête. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une connerie? Moi, je n'y crois pas. Pour une bonne raison, c'est que le Doliprane, c'est du paracétamol et c'est métabolisé par qui? Par le foie? Par le foie. Voilà. Donc ça fait travailler le foie 2 fois plus? Je rappelle même qu'il ne faut jamais dépasser 2 à 3 grammes de Doliprane. Par jour? Bah oui, parce que c'est un hépatotoxique. Donc voilà. Oui, c'est pas très bon pour le corps. Voilà. En fait, si, c'est bon parce que vous avez, en prévention peut-être d'une migraine ou pour traiter une migraine, c'est un excellent médicament, le paracétamol. Mais comme tous les médicaments qui sont actifs, ils ont des effets indésirables. D'ailleurs, s'il n'a pas d'effet indésirable, c'est qu'il n'est pas actif. Donc ça veut dire qu'une arme, il faut savoir s'en servir lorsqu'on veut s'en servir. La moitié des Français est en surpoids. Là, on a regardé un peu les chiffres. La moitié des Français sont en surpoids ou obèses. Étude de Esteban de 2015. 54% des hommes, 44% des femmes. Surpoids et obèses. Mais le ratio entre obésité et surpoids n'est pas le même qu'aux États-Unis, par exemple. En France, je crois qu'on a 15% de personnes en obésité et le reste en surpoids. Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Donc en fait, la France résiste mieux. On a moins de gens obèses. Obèses. Elle résiste mieux parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que la France est un des derniers pays qui respecte les horaires de repas. C'est-à-dire qu'on fait nos 3 repas. En général, souvent, sauf dans certaines métropoles, parce qu'il y a des transports en commun, des machins, des trucs, mais en famille, ensemble. Et donc, on respecte les repas. Et le respect des horaires de repas, c'est fondamental quand on veut avoir une bonne hygiène alimentaire. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui peuvent bouffer tout ce qu'ils veulent, ils vont jamais grossir, maigrir, ils vont rester à peu près, tu vois. Ça, on l'entend souvent aussi, attends, il peut manger tout ce qu'il veut, il grossit pas. C'est le corps réagit différemment? Alors, c'est très drôle ce que vous posez comme question, parce qu'en fait, c'est vraiment votre génétique qui veut ça. C'est-à-dire que la personne qui brûle tout, qui mange et qui brûle tout, elle serait née il y a 3 siècles, où il y avait une famine tous les 20 ans, elle n'avait pas de descendance. Ah oui? Bah oui, parce qu'elle était elle était incapable de stocker. Alors que les gens qui aujourd'hui, d'ailleurs qu'on ostracise beaucoup trop, les gens qui sont obèses ou en surpoids, ils seraient nés il y a 3 siècles, ils avaient une descendance. Parce que dès qu'ils ont une calorie, ils la stockent. Ils auraient survécu mieux à un manque de nourriture. Évidemment. C'est eux les bénis de la nature. Mais maintenant, les choses ont changé. On est dans un système de profusion. Il y a de l'alimentaire partout. Donc ça ne sert à rien de les stocker sur nous, parce qu'il y en a dans les rayons. Voilà, mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'on a aussi on a une éducation. On a été élevés par nos parents, nos grands-parents. Ils nous ont donné des habitudes, ils ont transmis des habitudes. Entre 4 et 11 ans, vous avez toutes vos habitudes alimentaires, quasiment. Donc si on a chargé un peu trop fort, et alors je suis désolé de faire un peu l'histoire, mais la Deuxième Guerre mondiale a été terrible pour ça. Pourquoi? Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Français, ils ont manqué de tout, puisque tout partait en Allemagne. Donc les œufs, la farine, la viande. Donc il y a eu vraiment des gens qui ont crevé de faim, quoi. Et quand la guerre était terminée, il y a eu concomitamment une amélioration, une explosion de tout ce qui était chimique pour améliorer la productivité agricole. Donc vous aviez d'un côté des gens qui ont crevé de faim, et de l'autre côté, une agriculture qui a super bien travaillé, et qui a fait que les aliments étaient beaucoup moins chers et les gens ont beaucoup mangé. Donc ça, c'est un effet secondaire de la Seconde Guerre mondiale. On va parler de sport maintenant, important quand même. On en parlait avant, vous disiez que ça diminuait de 54% si on faisait plus de 150 minutes de sport par semaine, le risque de devenir diabétique. Donc c'est super important. Oui, parce que le sucre, il ne faut jamais le prendre tout seul. Il a des complices. Et ces complices, c'est la sédentarité d'abord et avant tout. On est beaucoup trop sédentaire. On a des transports en commun, on vous amène vos courses, on vous... On ne fait plus d'efforts, quoi. On fait plus d'efforts. On est des canapés, c'est une société assise. C'était du canapé et de la livraison à domicile et du machin et du truc. Et donc, voilà. C'est quoi la fréquence minimum pour faire du sport par semaine? Alors, au minimum, on sait que c'est 150 minutes. C'est le minimum? Voilà. C'est d'exercice 3 heures, physique. Quoi, quasiment. Donc, voilà, à peu près. Et vous pouvez faire 2h30, soit vous faites 5 x 30, soit vous faites 3 x 50. Moi, je fais 3 x 50 parce que à partir d'un certain âge, il faut se donner une journée de récupération. Parce qu'en fait, le problème de l'âge, c'est pas la tête. Le problème de l'âge, c'est la récupération. À 30 ans, vous pouvez sortir jusqu'à 3 heures du matin et puis aller au travail et vous lever à 7 heures. À 60, vous ne pouvez pas. Vous êtes épuisé. Voilà. Donc, la récupération, c'est important. Donc, vous faites une séance d'exercice, plutôt du cardio ou de la musculation.
Et puis, vous avez une journée de récupération. Est-ce que trop de sport, il y en a qui font beaucoup de sport, il y en a qui font, voilà. Est-ce que c'est mauvais pour la santé, trop de sport? Ça dépend. Si c'est un sport violent, de combat, ou si c'est un sport extrême, oui. La musculation, je parle. Les mecs qui vont à la muscu tous les jours, est-ce que ça peut devenir, il y a un moment donné où c'est dangereux? C'est-à-dire ça peut être dangereux pour les articulations, surtout si ils lèvent des masses importantes, c'est pas la peine. Faut pas trop tirer sur ces articulations. C'est pas la peine de faire du muscle pour du muscle, parce que le muscle, ce qui est important, c'est pas sa quantité, c'est sa capacité de puissance. Hein. Vous voyez les boxeurs, ils ont des muscles adaptés. Ah, c'est de la force, quoi. Ouais. Hein, oui, c'est de la puissance. Quand ils tapent. Et est-ce que certaines personnes peuvent faire beaucoup de sport? Moi, j'ai des potes qui vont à la salle régulièrement et qui ne perdent pas leur poids. Alors, de toute façon, le sport ne permet pas de perdre du poids. Il évite d'en prendre. Je vous explique. Vous avez des muscles dans votre organisme, il y en a en moyenne 60%, disons. Hein, 1 kilo de muscle brûle, sans bouger, par jour, 30 calories. Voilà. Donc, vous comprenez bien que plus vous avez de muscles, plus vous allez avoir ce qu'on appelle un métabolisme de base, c'est-à-dire votre empreinte carbone, combien vous brûlez par jour pour rester en vie, à l'arrêt. Voilà. Comme une voiture démarrée sur un parking. Voilà. Donc, si vous avez plus de musculature, vous allez brûler beaucoup plus. Voilà. Si vous en avez moins, c'est pour ça qu'il y a des mauvais régimes. Qu'est-ce que c'est un mauvais régime? C'est un régime où vous dites, ah ben tiens, j'ai perdu du poids. Mais si vous perdez du muscle, quand vous allez manger à nouveau, vous allez grossir plus qu'avant, puisque vous allez stocker. On va parler de ça après, c'est intéressant. Ouais. Donc voilà, le sport, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la vie moderne aujourd'hui. Et j'en veux beaucoup à nos urbanistes. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a fait des villes où le muscle n'a pas sa place. Il y a des pistes cyclables partout, là, maintenant. Donc Il y a des pistes cyclables avec des vélos électriques. Ouais. Excusez-moi. Ou des vélos qui ont même plus de pédales. Il y a des piscines, une poignée maintenant, il y a des piscines, ils passent sans casque, les mecs qui sont... Voilà, il y a des piscines, mais ce n'est pas les bons horaires. Hein. Il y a toujours un truc. Vous allez sur un stade, vous ne pouvez pas rentrer dans le stade parce qu'il n'y a pas le même... Enfin, c'est très difficile. Hein. Est-ce qu'on peut être en bonne santé sans faire de sport? Moi, je ne pense pas. L'homme a vécu et a survécu parce qu'il a été capable de chasser pour manger des protéines. Parce que les protéines, elles sont sur pattes ou dans l'eau. Elles ne sont pas dans les arbres. Oui, c'est les animaux ou les poissons, quoi. Enfin, voilà. c'est les animaux. Voilà. Alors après, bien entendu, il y a les protéines céréalières. OK. Mais donc, pour ça, il faut courir. Il faut bouger. Un vegan, par exemple, c'est dangereux pour lui de ne pas manger de viande. C'est quoi votre avis là-dessus? Non, c'est pas dangereux s'il choisit des protéines et il fait des mix de protéines. Par exemple, on sait que les protéines végétales ont une valeur nutritionnelle inférieure aux protéines animales. Donc, il doit mélanger. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement pour faire des protéines, les protéines, c'est des longues chaînes, c'est des murs de briques, on va dire. Et la brique de base, c'est un acide aminé. Et il y a des acides aminés qu'on est capable, nous, de fabriquer dans notre corps, mais il y en a d'autres qui doivent venir de l'extérieur, qui sont des acides aminés essentiels. Voilà. Et seules les protéines vous apportent des acides aminés essentiels. Les protéines végétales ont moins d'acides aminés essentiels que les protéines animales. Donc c'est moins bien. C'est moins bien, mais donc il compense en mélangeant, par exemple, la farine de blé avec la farine de riz, avec la farine de pois, et ainsi de suite. Mais il faut le faire. Voilà. Je vais vous citer des aliments, vous allez me dire, est-ce qu'on peut en manger vraiment sans limite? Est-ce qu'on peut vraiment se faire un kiff, en manger beaucoup? Est-ce qu'on peut en manger de temps en temps? Allez-y, allez-y, je suis prêt. Et ceux à éviter absolument à ne jamais en manger. Vos conseils. L'avocat, c'est un truc qui est très à la mode, l'avocat. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment jamais manger d'avocat? Ah non, moi je le conseille. Un jour sur deux, un avocat. Un jour sur deux? Ah ouais. C'est gras? C'est gras, mais c'est du bon gras. C'est des protéines. C'est très bien, l'avocat. Deuxième aliment, alors bon, c'est pas un aliment, on en a parlé avant, mais verre de vin rouge, un par jour, tranquillement. Oui, un verre de vin rouge par jour. Du chocolat. Chocolat, oui. Chocolat, mais plus de 70%. Chocolat noir. Du chocolat amer, quoi. Parce que le chocolat au lait, c'est pas vraiment du chocolat. Le chocolat blanc, c'est que du gras. Ah, c'est pas bon le chocolat blanc? Ah ben non, c'est que du sucre et du gras. Il n'y a rien. Vous ne recommandez pas de manger du chocolat blanc? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ah, c'est intéressant. Donc jamais chocolat blanc? Non, jamais dire jamais. D'accord. Ah, mais un peu goûter, mais... Voilà, mais pas... Pas occasionnellement? Non. Du Nutella? Alors, le Nutella, c'est extrêmement... Alors, non, c'est pas un petit déjeuner classique, le Nutella. C'est un petit déjeuner, comme ça, de temps en temps. Moi, je ne suis pas pour la pâte à tartiner grasse et sucrée. Même pour les enfants? Même pour les enfants.
Donc c'est très, Mais ça, très occasionnellement. moi, j'ai rien contre Nutella, hein, mais je pense Non, mais je vous demande votre avis honnête. Je pense que ce qu'il faut, c'est donner des aliments qui sont beaucoup plus proches de la réalité, qui ne sont pas des produits industriels. C'est quoi un aliment proche de la réalité pour les enfants? Proche de la réalité, c'est du pain, du beurre et de la confiture ou du miel. Moins transformé? Ah bah le beurre, il n'est pas transformé. Ouais. Et le miel, en général, à part des miels d'importation étranges, il n'est pas transformé. Les légumes frais, brocolis, courgettes, concombres, poivrons. Yes. À fond. Il y en a qui disent que c'est pas bon de manger trop de légumes, de machin. J'ai dit, tiens, je vous poserai la question. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas, moi non plus. On peut en manger, ça? On peut en manger, mais alors après, il y a des problèmes de digestion. Si vous les mangez crus, peut-être les manger cuits, ainsi de suite. Peut-être qu'il faut des bio. Pour éviter les pesticides. Enfin, après, il y a d'autres questions. Une banane, est-ce que c'est un aliment qu'il faut manger beaucoup, de temps en temps, ou pas du tout? Alors, ça dépend de votre poids. Parce que je rappelle que dans la banane, il y a du fructose et de l'amidon, comme dans les céréales. Donc, c'est un fruit qui est extrêmement calorique. Donc, il fait grossir. Donc, il fait grossir. Si vous ne faites pas d'activité physique, il fait grossir. Donc, la banane, pour en manger surtout le matin, parce que tout ce que vous mangez le matin, vous allez le brûler. Prenez une demi-banane. Voilà. La saucisse knacky. Les saucisses, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Voilà. Jamais? Minimum? C'est pas ça. Comment elle est fabriquée, la saucisse knacky? C'est la viande, qu'est-ce que c'est? Et de quelle origine? Le colorant, qu'est-ce que c'est? Et ainsi de suite. Alors, encore une fois, une saucisse, de temps en temps, il y a... Même pour les enfants, du coup, moins bon. Moi, je suis pour le plus proche possible du produit d'origine. Produit d'origine. Voilà. Plus vous mangez local et proche du produit d'origine, absolument comme nos grands-parents d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. J'ai rien inventé. Hein. Moi, plutôt un steak haché. Steak haché, voilà, et puis très bien. Mettez de l'épice, mettez des choses. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans la saucisse knacky? C'est son goût. Elle a un bon goût, elle est sympa. Elle a un bon goût, c'est bon. C'est bon. Mais comme le Babybel, c'est bon. Le Babybel, c'est bien, mais le Babybel, c'est du fromage issu de laiterie, mais c'est du fromage. Il n'a rien de... Babybel, c'est très bien aussi. Un verre de coca, est-ce que c'est jamais, de temps en temps, ou sans modération? De temps en temps. Voilà. Mais sachez que le coca, c'est un produit qui est acide, abrasif. Hein. Il y en a qui s'en servent en mécanique, d'ailleurs. Il y en a qui mettent... J'ai vu une vidéo Vous l'avez vu, incroyable. Avec le pot d'échappement? Non, où il met un morceau de viande dedans qui disparaît. Ouais, il le laisse... un petit morceau de jambon. Je me méfie. Hein. Ah ouais. Je me méfie. Moi, je ne veux pas diaboliser. Oui, parce que, exactement, j'ai vu que vous avez un peu peur des lobbies. Hein? Non, j'ai pas peur des lobbies. Vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas de complot. Ah oui. Il n'y a pas de complot. Les industriels, il y a une réglementation, ils ont une éthique, et ils font dans ce cadre-là. Il n'y a pas un industriel qui prendrait le risque de ne pas respecter les règles. Ça n'existe pas. C'est du suicide Il commercial. n'y a pas de complot. Il faut arrêter avec ça. C'est pour ça que je dis au pouvoir public de prendre position. Qu'est-ce que vous considérez bon comme quantité de sucre à mettre dans une boisson, dans un soda, et ainsi de suite, plutôt que d'aller pointer les industriels en disant « Ah, les vilains, ils veulent rien du tout ». De l'eau gazeuse, j'ai entendu que c'était pas bon du tout pour la santé. Non, c'est pas bon parce que ça fait un estomac comme ça. Ça fait gonfler. Ça fait gonfler, puis c'est salé. Il faut mieux boire de l'eau douce, de l'eau plate. De l'eau plate, oui. Mettez du citron dedans. Mais vous devez réfléchir à tout. Vous êtes au restaurant, c'est un enfer. Vous devez vous dire, bon, non, pas d'eau pétillante, pas de beurre salé. Je veux dire pourquoi c'est un enfer pour moi, le restaurant. Pas de pain avec du gluten. Non. Ah non, le gluten, c'est autre chose. Manger l'assiette, quoi. C'est autre chose. Non, mon problème au restaurant, c'est que tout le monde regarde ce que je mange. Ah oui, pour faire pareil. Bah oui. Donc en fait, il dit, il a pris le poisson blanc avec du brocoli. Putain. Et t'as mangé une frite? C'est l'horreur. Je vous assure, c'est l'horreur. On vous juge. Ah, totalement. Vaut mieux dire qu'on est bûcheron. Alors, le miel, on l'a dit avant, ça dépend du miel, en fait, du bon miel, mais voilà. Des petits pois carottes en conserve. J'ai vu que les gens conserve, posaient la très question. Bien. C'est pas mauvais, non? C'est très bien, la conserve. Très bien, parce que ça maintient les vitamines. C'est comme le surgelé. Hein. En général, les légumes surgelés ont plus de vitamines que les légumes qui sont restés sur un étalage pendant 3 jours. Hein. Ah oui? Donc, vous avez aujourd'hui des chaînes de surgelés qui vous vendent des sacs tout prêts, avec des légumes qui n'ont pas été... pas de sauce, rien du tout. Vous les mettez à la poêle, vous les faites revenir avec un peu d'huile, et puis vous les épicez, puis c'est super bon. Du saucisson? Saucisson, de temps en temps, oui, bon, voilà, quoi. Ouais, c'est pas... Et des chips, est-ce que c'est... Ah non, moi je suis... Anti-chips? Je sais pas anti-chips, encore une fois, de temps en temps, mais quand je vois des gamins sortir
et manger à 4 heures des chips, parce que dans les chips, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des amidons, il y a du sel, il y a du gras. Voilà. Et puis le petit côté jaune, c'est de l'acrylamide. Les apéricubes, par exemple, parce que ça, c'est fromage. Ouais. Enfin, vous n'allez pas faire un repas d'apéricube. Hein. Non, mais est-ce que c'est des trucs qu'il faut éviter ou non, si on aime bien, mais attendez, on peut y aller Votre cahier des charges, c'est quoi? Vous voulez maigrir? Vous voulez pas être diabétique? C'est l'ensemble des Français mangent parfois ces trucs-là. Est-ce qu'il faut mieux se limiter quand on vous entend dire tiens, limitez-vous, ou alors ça vous Non, mais les apéricubes, effectivement, il vaut mieux en manger 7 ou 8, pas plus. Ouais. La boîte, quoi, la boîte. La boîte de 10. Est-ce que les choux de Bruxelles, c'est vraiment bon pour la santé? Ouais, c'est bon. Ou est-ce que c'est un truc de parents pour te faire manger des Oui, choux mais enfin, les choux de Bruxelles, ils ont à l'intérieur des fibres solubles qui sont extrêmement bonnes pour la flore bactérienne intestinale. Les épinards aussi, Les épinards, c'est plein de fibres, c'est très très bon pour la. C'est très bon. Ah, ouais. Et des sardines, dernière question. Les sardines, la merveille. C'est vrai. La merveille. Le poisson le moins cher et le plus merveilleux. Pourquoi? Parce que il est très riche en oméga 3. Les oméga 3, c'est des acides gras, c'est des graisses qu'il y a dans le poisson. Les conserves, vous parlez de la conserve de sardines, ça fonctionne aussi. C'est ce que j'ai mangé à midi. Hein. C'est vrai? Ouais. J'ai ouvert une boîte de sardines parce que c'est riche en oméga 3, il y a des protéines, et en plus, il y a moins de métaux lourds. Parce que vous savez que le problème aujourd'hui du poisson, c'est que les gros poissons carnassiers accumulent les métaux lourds des petits. Et donc, par exemple, le thon est impropre à la consommation pour les femmes enceintes dans les pays nordiques. Ah, waouh! Interdit. Parce qu'il y a trop de métaux lourds. Ah oui, parce qu'ils mangent des petits poissons, et donc ils concentrent les métaux lourds. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent du métaux lourd? Donc vous les mangez, vous, après. En fait, c'est intéressant. Et puis nous, à la fin, on est vraiment Voilà. Et puis il y a le plastique, les microplastiques. Vraiment, ici, il y a aujourd'hui une urgence en écologie, mais une urgence absolue. Et je pèse mes mots. Au-delà de toute autre urgence, c'est l'océan. Parce que vous savez, l'humanité, les paléontologues ont montré que l'humanité est devenue intelligente sur les bords de mer et autour des lacs, quand on a mangé du poisson. D'accord? Les oméga 3, ça va directement dans le cerveau. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est sauver cette réserve qu'on appelle halieutique, la réserve de poissons. Il y a trop de microplastiques dans les poissons aujourd'hui. J'ai entendu que dans le saumon, depuis que c'est du saumon d'élevage, la plupart du saumon qu'on mange aujourd'hui, quand vous achetez des pavés de saumon au supermarché, c'est du saumon d'élevage. Il y a 80, j'ai pas combien, mais vraiment, je regarde, je m'amuse à regarder. J'ai eu la chance d'aller au Japon il y a quelques années pour faire le nouvel an, et j'ai mangé des sushis là-bas. Des sushis où le mec prend son couteau et les coupe directement, il coupe les poissons énormes, les thons, etc., sur le port, c'est très connu, etc. Et j'ai remarqué une différence entre le poisson qui était pêché là-bas, directement, qui sortait du bateau, et ce qu'on mange, nous, en Europe maintenant, c'est qu'il y a des grosses lamelles. En fait, quand on mange le saumon, il y a des lamelles, en fait, comme deux couleurs, en fait, c'est bicolore. Et en fait, j'ai appris que c'était du gras. Parce que c'est des saumons d'élevage, donc ils sont engraissés. Et donc, ils leur mettent des antibiotiques, plein de produits pour qu'ils survivent. Parce qu'il y a une concentration très forte. Alors, ils ont moins de métaux lourds, parce que les autres sauvages, ils mangent des poissons. Oui. Donc, ils ont des métaux lourds. Ils ont moins de métaux lourds, mais ils sont traités. Alors, ça dépend des pays. Il y a des pays où on met des antibiotiques, d'autres où on met des insecticides, parce que parfois, il y a des parasites, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est pas bon non plus, quoi. C'est bon de temps en temps. Mais manger du saumon tous les jours, non. Il y a des calculs, dans certaines salles de sport, il y a des machines qui existent et qui permettent de calculer son IMC, son indice de masse corporelle. C'est fiable, ça, ou pas? Oui, le problème, c'est que les chiffres... Alors, vous savez comment on le calcule? On fait le poids en kilos, qu'on divise par votre taille en mètres, multiplié par votre taille en mètres. Voilà. Et donc, entre 18 et 25, c'est normal. En dessous de 18, vous êtes maigre. Au-dessous de 25 à 30, surpoids. 30 à 35, c'est le début de l'obésité. Comment on peut connaître son poids idéal, chacun? Alors, son poids idéal, moi, j'ai une mesure, c'est que, sauf accident, sauf personne à 20 ans qui était déjà obèse, vous prenez... En fait, on prend 1 gramme par jour à partir de 20 ans. Pardon? 1 gramme, c'est énorme. Jour, oui. Donc, ça fait 3 kilos pour les 10 ans. 1 gramme par jour? C'est-à-dire que dans 10 jours, je ferai 10 grammes de plus. Oui. Voilà. En fait, on s'épaissit petit à petit. On s'épaissit petit à petit, et après, à 60 ans, ça baisse. Voilà. Et donc, j'avais jamais entendu vous ça. Prenez votre poids de 20 kilos,
Ah bah, c'est un de mes maîtres de l'hôpital Bichat qui m'a enseigné Donc ça. on peut savoir à 60 ans combien on fera. Vraiment celui qui a vraiment imposé les compartiments corporels en France, qui avait même travaillé sur la balance à impédance métrique, qui mesure la masse maigre et la masse grasse. Incroyable. Voilà. Donc vous pouvez dire à 20 ans, je pesais tant. Bon, alors maintenant, si vous êtes sportif... Si on fait de la muscu... Voilà. On se coupe les cheveux, pour moi. Voilà. On perd du poids. Non, mais en vrai, on peut effectivement déjà avoir une idée. Je ne savais pas qu'on prenait naturellement. Voilà. Mais il faut se méfier d'une chose, c'est que ce qui est important, c'est pas le poids. Le poids, c'est le tour de taille. C'est parce que le tour de taille, c'est ce qu'on appelle la graisse abdominale qui va conditionner votre santé. D'accord ? Pour les hommes, il faut avoir un tour de taille inférieur à 100 cm et pour les femmes, inférieur à 85-88 cm. Voilà. Parce que, par exemple, vous pesez, allez, on va dire, combien vous pesez ? 80 kilos. Vous pesez 80 kilos et votre tour de taille est de, disons, 90. D'accord ? Vous revenez, vous me dites, oh, docteur, je suis ravi, j'ai perdu 5 kilos, mais vous avez le même tour de taille. Diagnostic, vous avez perdu du muscle. Maintenant, si vous venez avec le même poids, 80 kilos, mais vous avez perdu 5 cm de tour de taille, vous avez perdu du gras et vous avez fait du muscle. Avec une sèche, ce qu'on appelle... Voilà, exactement. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui est important dans un régime. C'est de perdre du gras, pas du muscle. Alors vous faites des recherches, vous êtes un érudit dans le métier. C'est quoi le meilleur régime, d'après vous, qui fonctionne le mieux ? Il faut aligner 3 choses. Il faut aligner le cerveau cognitif, la raison, le cerveau hédonique, le plaisir, et le cerveau métabolique, les besoins. Voilà. Donc si c'est trop restrictif, c'est pas terrible. Il faut que ce soit bon et beau aussi. Parce que si c'est pas bon et beau, vous ne tiendrez pas sur la durée. Et puis il y a un point très important, pour pas perdre de muscle. Pour pas perdre de muscle, il faut maintenir une ration protéique égale à 0,8 à 1 gramme par kilo et par jour de protéines. Et si vous avez plus de 60 ans, il faut 1,2 gramme par kilo et par jour. Parce qu'à partir de 60... Alors, je vais vous expliquer un truc qui répond au doux nom de séquestration splanchnique. Qu'est-ce que c'est que la séquestration splanchnique ? Le splanch, c'est le tube digestif en grec. Votre tube digestif, c'est l'organe qui va vivre le plus longtemps. Si demain, ce que je vous propose, vous vivez jusqu'à 120 ans, vous aurez un transit à 120 ans. Parce que Mais ça a un prix. C'est qu'il lève un impôt. Toute votre vie, jusqu'à 60 ans, il prélève 25% des acides aminés de vos protéines, pour lui, pour se reconstruire. À partir de 60 ans, il prend 50%. Donc, comme il prend 50%, on maigrit. Vos muscles vont s'affaiblir. Par exemple, il y a un test très simple à faire. Vous avez plus de 60 ans, 65, 70 ans, faites le test des quadriceps. Le quadriceps, c'est le muscle le plus important de votre... Le muscle sur la cuisse, en fait. Sur la cuisse, celui-là. Quand on se caresse la cuisse, quoi. Celui-là. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous lever sans vous aider ? Ah oui. Vous pouvez faire ça. Oui, directement. Ouais, d'accord. Et souvent, vous voyez des gens qui vont mettre les mains sur les genoux. Voilà, ou qui vont faire ça. Appuyer sur les accoudoirs. Et en fait, ça va très, très doucement. Et puis un jour, vous vous retrouvez sur votre canapé, vous avez 70, 75 ans, vous ne pouvez plus vous lever sans vous faire aider. Ou vous ne vous levez plus pour aller chercher un verre d'eau. Ou, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça s'appelle la sarcopénie. Je suis désolé, c'est un terme technique. C'est qu'on a perdu du muscle. Donc, quand on a plus de 60 ans, on augmente sa ration protéique. Et en plus, ça tombe mal parce que on a un peu de dégoût de la viande après 60. Mais qu'il faut continuer de manger de la viande. Il faut manger de la viande, du poisson, et ainsi de suite. Et il faut faire de l'activité physique. Parce que c'est bien de manger des protéines, mais il faut faire ses muscles. Et pourquoi ? Parce que quand on fait des muscles, on fait de l'hormone de croissance. Donc vous avez 70 ans, vous pouvez à 70 ans faire des muscles et faire de l'hormone de croissance. Ça veut dire quoi l'hormone de croissance ? C'est que vous allez faire des neurones. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, souvent la sénilité, elle est liée au fait qu'il y a un manque d'activité physique et que ce manque d'activité physique ne permet pas de sécréter de l'hormone de croissance. Putain, tout est relié, quoi. Oui, tout est relié. Voilà. Et puis il y a un deuxième facteur que fait l'exercice physique qui est extrêmement important, c'est le système lymphatique. Vous avez dans votre corps un système de benne à ordures ménagères qui s'appelle le système lymphatique. Vous avez 6 à 8 litres de lymphe. Vous savez, la lymphe, quand on se coupe le doigt, c'est un petit liquide tout blanc qui sort, vous voyez ? Cette lymphe, qu'est-ce que c'est ? Comme de l'eau, quoi. Ouais, exactement, comme de l'eau un peu citrine, comme ça. Vos cellules, elles jettent la poubelle dans le système lymphatique. Une partie dans le sang, bien sûr, mais une autre partie dans le système lymphatique.
système lymphatique, il fait tout l'organisme. 6 à 8 litres. Mais il n'a pas de cœur. Pour tourner, il faut qu'il y ait l'activité physique. Parce que quand vos muscles se contractent, ça pousse le système lymphatique, et ainsi de suite. Et il finit où, le système lymphatique? Dans les urines? Non, dans le foie. Par une porte dérobée qui s'appelle le canal thoracique, et lui, il nettoie tout. Donc, entre une personne sédentaire assise et une personne qui fait de l'exercice, le taux de rotation, c'est 40 fois plus. Putain. 40 fois plus. Incroyable. Ok, Voilà. donc il faut vraiment faire Faut un peu bouger, de sport. quoi, ouais. Faut bouger. Voilà. L'homme. Même à 70 ans, on peut reprendre du muscle si on a maigri à 60, pour une c'est maladie. pas moi, hein, quand je vous dis ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des gériatres spécialisés. À 70 ans, on fabrique du muscle. D'accord? Donc il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas je ferme la boutique, j'ai 70 ans. C'est je bouge. Parce que l'homme, depuis la nuit des temps, il bouge. S'il ne bougeait pas, il se faisait bouffer. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il faut manger lentement? Tu sais, on dit mange pas trop vite aux enfants, etc. Absolument. Ça, c'est vrai? Alors là, je vais vous dire, il faut 3 choses pour avoir un bon repas. D'abord, il faut sacraliser le moment. C'est sacré de manger. Si on ne mange pas, on meurt. D'accord? Aujourd'hui, on fait ça comme si on se débarrassait d'un truc. Donc, on s'assoit. Pas de télé, pas de radio, pas de téléphone. Pourquoi? Tout simplement parce que... Faut parler à sa femme déjà, allez, à ses enfants. c'est très bien. Socialiser. Sociable. Socialiser. Parce que quand vous regardez la télévision, souvenez-vous, quand vous étiez dans la caverne, il n'y a pas si longtemps, quand vous mangiez, vous ne vouliez pas vous faire dévorer. C'est un moment où Donc vous êtes écouter. statique. Ouais. Donc vous écoutez et puis vous regardez. Le regard est prioritaire sur toutes les autres sensations, de satiété, de rassasiement. Donc en fait, quand vous regardez la télévision et que vous êtes fasciné par ce que vous regardez, vous n'écoutez plus vos signaux de satiété. Et il y a des études qui ont montré que, très anciennes, on mange plus 15% de plus. Ah, waouh. Voilà. Si on regarde la télé, Ouais. Ou le téléphone. on est occupé à autre chose. Voilà, on fait autre chose. Voilà. Donc c'est bien de regarder ce qu'on mange. On est centré sur ce qu'on Mais c'est mange. vrai que moi, parfois, je mange devant la télé. Le week-end, hop, j'ai pas le temps, je suis entre deux trucs. Le faites pas. Sacralisez le moment. Et en fait, tu manges sans regarder ce que... Parfois, Voilà. je... Premièrement, regarde. c'est ça. Premièrement, sacraliser. Deuxièmement, il faut qu'un repas dure au moins 20 minutes. C'est le temps qu'il faut pour que l'aliment que vous avez mâché arrive dans l'intestin et que l'intestin va sécréter du glucose qui va aller dans le foie. Bon, c'est compliqué, et ça va au cerveau. Et le cerveau se dit « Ah, j'arrête ». D'ailleurs, vous avez remarqué que dans les restaurants gastronomiques, on vous demande toujours de choisir le dessert avant. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont des génies, ils ont tout compris. Non, c'est parce qu'il faut du temps pour les préparer. Bien sûr, un soufflé, il faut 2 heures. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut bien mâcher. Il faut bien mâcher, parce que si vous voulez la dopamine de plaisir dont je pourrais vous parler pour le sucre, par exemple, vous avez des capteurs sur la langue, 10-12 000 capteurs. Quand vous mâchez bien, vous allez déclencher la sécrétion de dopamine dans le cerveau par une glande qui s'appelle le noyau accumbens. Bon, c'est un peu compliqué, mais peu importe. Faire la dopamine de plaisir. Si vous faites pas de dopamine, et peut-être l'après-midi, vous passerez votre temps à grignoter. Donc il faut mâcher plus longtemps. Il faut mâcher en moyenne 12 fois. Vous comptez quand vous mangez, vous? Je compte pas, parce que maintenant, j'ai appris à beaucoup mâcher. Je me suis appris moi-même à beaucoup mâcher. Donc, il faut une bonne dentition. Si on n'a pas de bonnes dents et qu'on a mal aux dents, eh ben, on va avoir tendance plutôt à gober. Est-ce qu'il faut manger beaucoup? Je sais que j'en connais qui mangent toujours beaucoup à table, etc. Non, c'est pas une bonne chose. S'ils ont envie de manger beaucoup, ils mangent beaucoup. S'ils ne sont pas en surpoids, tout va bien. On est tous très différents, vous savez. Sur le capteur, quand on met les capteurs et on voit les réactions, vous mettez les capteurs à 2 personnes, il y en a un qui mange sa part de pizza qui va exploser les compteurs et l'autre, ça ne lui fait rien du tout. Vous parlez d'un régime, le régime cétogène. Alors ça, c'est connu. En gros, on mange que de la viande et du fromage, quoi. Que des protéines. Et ça permet de maigrir, étonnamment. Oui, parce que ça fait des corps cétoniques. Et les corps cétoniques, puis ça fait aussi un acide particulier dans le tube digestif qui est un coupe-faim, l'acide hydroxy-alpha-butyrique. Et en fait, ça marche très bien comme coupe-faim. En plus, c'est très dynamisant. Les corps cétoniques, c'est des excitants cérébraux. Voilà. Le problème, c'est que ça acidifie. Parce que, vous savez, dans l'alimentation, il faut ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, entre ce qui est acide et ce qui est alcalin. Et les protéines sont essentiellement acides. Donc ça peut poser des problèmes, d'autres problèmes. On peut avoir mal aux articulations, on peut avoir des choses comme ça.
On va parler du jeûne intermittent. Oui. J'en vois de plus en plus qui font ça. Mhm. C'est-à-dire, on mange en gros sur c'est pendant 16 heures et après on se nourrit sur une fenêtre de 8 heures. Après on mange plus pendant 16 heures pour vraiment avoir le temps de digérer. Je crois, en gros, on mange plus le matin, on mange le midi et le soir, en gros. Oui. Est-ce que ça c'est une connerie ou est-ce que c'est bien pour le Ça coup dépend tout simplement, ça dépend de votre métabolisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens chez qui ça fonctionne très très bien, mais le fait est que ça marche beaucoup mieux chez les jeunes que chez les personnes plus âgées après 50 ans. Parce qu'une personne après 50 ans, elle est souvent sur le mode épargne. Hein, elle est rentrée dans le mode survie. Hein. Donc, mode survie, c'est dès que je n'ai pas ma ration alimentaire, je vais mettre en place des systèmes de défense pour éviter de... Voilà. Donc, ça peut très bien marcher les 2-3 premières semaines. Et puis, il faut tenir le coup. Hein. Faut tenir le coup. C'est pas facile. Mais ça marche très, très bien chez les personnes avant 40 ans. Pour terminer l'émission, je voudrais qu'on parle de comment mieux manger, en fait. Quels sont les meilleurs aliments pour la santé, d'après vous? Si vous deviez conseiller 5-6 aliments à manger au maximum. Voilà, les meilleurs aliments, c'est définitivement les légumes. Définitivement les légumes et les bonnes protéines. Alors, les protéines, dans les protéines animales, c'est les poissons. Hein. Vous avez parlé des sardines, des maquereaux, la sole. Voilà, alors, la sardine n'est pas chère, la sole est très chère. Vous avez aussi dans les viandes le poulet, c'est très bien. Il faut faire attention à quel type de poulet, bien entendu, comment il a été nourri, la viande de bœuf, voilà. Et puis dans les produits laitiers, plutôt les produits de brebis ou de chèvre, parce qu'elles mangent de l'herbe, riche en oméga 3, donc anti-inflammatoire. Est-ce que le bio est vraiment meilleur pour la santé? Alors le bio, c'est excellent pour la santé. Le problème du bio, c'est la conservation. Parce que si, par exemple, les produits ont été mal stockés, il peut y avoir des développements de ce qu'on appelle des mycotoxines, c'est-à-dire des produits qui sont extrêmement toxiques et qui se développent surtout les oléagineux, les céréales. Et ça résiste à la température, ça résiste au chauffage, ça résiste au lavage. Donc voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'étiquetage sur les mycotoxines. Et donc c'est dommage. Donc voilà, j'ai pas de conseils à donner parce que c'est bad luck, good luck. Hein. Mais par exemple, un fruit où vous avez une tache marron, oui. Vous ne prenez pas. Ça s'appelle la patuline. C'est dangereux. Ça peut être très, très... Sur quel type de fruit? Sur une poire, une pomme. Voilà. Donc il faut vraiment, les produits bio, c'est vraiment un trésor de santé, mais il faut l'acheter local, le moins transporté possible. Le pain, c'est une bonne idée d'en manger ou on mange trop de pain et ça fait grossir? Moi, je recommande le pain le matin. Parce que le pain, c'est de l'énergie pure, c'est du sucre, hein, c'est de l'amidon. Hein. Donc il y a les index glycémiques qui sont plus bas que d'autres. Par exemple, la baguette tradition est meilleure que la baguette blanche, et ainsi de suite. Mais bon, moi, je conseille le matin. Et puis, parce que si vous mangez, par exemple, un plat avec une protéine, des féculents, et que vous prenez du pain avec, vous allez prendre du sucre avec du sucre. Parce que les féculents, je rappelle, riz, pâte, pommes de terre, c'est des féculents, c'est de l'amidon. L'amidon, c'est des chaînes de sucre. Donc si vous prenez des chaînes de sucre avec des chaînes de sucre, vous avez une grosse charge en sucre. Au Japon, il y a des centenaires, beaucoup de centenaires, ils vivent un peu plus vieux. À cause de quoi? Alors, d'abord, la façon dont ils mangent est très, très différente. Ils mangent beaucoup de poissons, ils mangent beaucoup de légumes aussi, ils mangent beaucoup de fermentés. Vous savez que les Japonais sont les rois de la fermentation. Je ne savais pas. Ils fermentent tout. C'est normal. Parce que qu'est-ce que c'est que fermenter un aliment? C'est faire que chaque calorie va pouvoir être ingérée et pouvoir être stockée. Quand vous êtes dans un pays comme le Japon, où vous avez beaucoup de population et très peu de terres agricoles, avec des montagnes, il faut que chaque calorie soit... Donc, ils ont fermenté. Ils fermentent tout. Ils fermentent le soja, ils fermentent le riz, ils fermentent tout. Le soja, justement, vous parlez du soja fermenté, ça s'appelle le natto. Alors ça, c'est... Ça, c'est votre aliment favori? Moi, c'est mon aliment de tous les matins. Qu'est-ce que c'est, exactement? Alors, le natto, ce sont des petits grains de soja, petits grains comme ça, qui sont fermentés avec un germe qui s'appelle le Subtilis natto. Subtilis natto, c'est un germe très particulier qui va sécréter de la vitamine K2, donc c'est très bien pour l'ostéoporose, et qui va sécréter aussi une protéine qui s'appelle la kuosine. Et la kuosine, c'est une protéine qui est en gros une très bonne protéine anti-âge. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon dont elle fonctionne, mais c'est un très bon anti-âge. Donc, voilà. Mais on n'en trouve pas en France? Ah si, vous avez... Du natto? Du natto, on trouve. Mais ça ressemble à quoi? Il y a même une société française qui s'écrit NATTO. Voilà, le natto du dragon, qui est à Marseille. Ce sont des gens très dynamiques.
Vous pouvez vous commander le natto, ils vous le livrent en surgelé, en frais. Voilà. Et puis il y a des supermarchés. Moi, je l'achète dans un supermarché japonais, dans le centre de Paris. Et j'ai mon natto tous les matins. Mais c'est quoi ces petites graines? Ces petites graines. Alors, ces petites graines de soja, elles sont toutes collées ensemble avec des petits filaments. C'est pas très très bon, hein, je dois dire. Moi, ça y est, ça fait des années que j'en prends. Moi, j'adore. Mais bon, les Japonais, ils le prennent avec de la sauce soja ou avec un peu de piment. Moi, je le prends comme ça sur ma tartine. Je me mets mon natto et je le mange. Mais Vous mangez 5, vraiment 6... pour bien vieillir, quoi? Non, parce que je sais comment ça marche. En fait, le vieillissement, vous savez, il a plusieurs origines. Il y a d'abord le fait que vous pouvez vous diviser jusqu'à 120 ans. Vos cellules peuvent se diviser jusqu'à 120 ans. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a le facteur des télomères. Vous savez, les chromosomes, ils ont des petits bouts, et ces petits bouts, ils s'usent avec le temps. Et donc, quand vous allez prendre des gènes dans cette partie du chromosome, eh bien, il ne va pas être top, il ne va pas être bien divisé. Et puis, il y a ensuite le stress oxydatif. C'est-à-dire, si vous vivez dans un environnement très dur, très chimique, très stressé, ben, ça va user votre... Voilà. C'est au bout de l'ADN, les petits capuchons, là, les télomères. Voilà, exactement. Et en fait, la cellule se double par là. Voilà. Et en fait, plus le télomère est long au bout de l'ADN, plus la cellule va bien se dupliquer. Voilà. Et quand il y a une mauvaise duplication, une erreur de duplication, quand le télomère est trop court, il peut y avoir un cancer. C'est ça, en fait, c'est une cellule qui est abîmée, etc. Et donc après, ça va se multiplier. Bravo. Une cellule qui devient 2, 2 qui devient 4. Bravo. Et c'est pour ça qu'un cancer grossit vite. Non, mais c'est pour expliquer clairement clairement le... Et puis, il y a une autre raison. Comment on rallonge ces télomères? Alors, il y a des télomérases, des produits qui sont aujourd'hui disponibles. Je ne suis pas le spécialiste de la télomérase, mais c'est une vraie avancée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vivre plus vieux si on arrive à résoudre ça? De toute façon, la meilleure façon de vivre plus vieux, c'est une bonne hygiène de vie, de l'exercice physique et pas trop de stress. Et dormir? Il faut du stress. Attention, c'est très important. Hein, il faut du stress. Ah oui? Mais pas un stress qui vous tue. Un stress qui vous stimule. D'accord ? Ça a été prouvé, il y a un très beau TEDx là-dessus. Que le stress un peu... Voilà. Ça te maintient en vie, quoi. Voilà, exactement, c'est un moteur. Hein, les gens qui n'ont pas de stress du tout... Moi, mon daron bien stressé, mon papa, voilà, stressé, 75 ans, et puis il est bien là. Voilà, exactement. Et il a raison. Hein, il y a eu un test qui a été fait avec 3 populations. Oui. Il y a un TEDx vraiment que je vous recommande par la papesse américaine du stress qui dit « Je me suis trompé toute ma vie ». Je vous ai raconté des histoires, j'ai dit que le stress tue. Non. Ils ont fait 3 populations. Une population très stressée, qui ne supportait pas le stress. Une population stressée, mais qui en faisait quelque chose. Et une population pas stressée du tout. Ceux qui sont morts les premiers, c'est les très stressés qui ne supportaient pas. Ensuite, c'est ceux qui n'étaient pas stressés. Ceux qui ont vécu le plus longtemps, c'était les stressés, mais qui en faisaient quelque chose. Intéressant, ça. Hein, ouais, vous pouvez c'est d'accès. C'est comme ce que vous faites. C'est-à-dire, il faut un peu de stress. Il faut un peu de stress. Il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas le subir. Oui, bien sûr. Il faut l'utiliser comme de l'essence. C'est ça qui est important. Donc, je finis. Ça galvanise. Sur l'anti-âge, il y a aussi un autre facteur qui entre en ligne de compte. C'est ce qu'on appelle les ARN messagers. Vous vous souvenez de ça? Oui. Les vaccins, machin. Là. Ouais. C'était décrié, le vaccin. Là, attendez. Vous avez l'ADN dans le noyau de la cellule. Hein. C'est là où vous avez votre identité. Hein. Vous savez, c'est drôle, d'ailleurs, comment l'humain est fait, comment la nature ou le créateur a fait. Il a mis dans chaque cellule tout le code. La même chose. Tout le code. Ouais. D'accord ? Toute l'unité centrale est partout. Voilà. Alors, vous prenez, par exemple, vous avez besoin de faire une protéine, par exemple, ou un anticorps. Vous sortez de l'ADN, un petit bout d'ADN qui sort du noyau et qui devient ARN messager. Et il va où? Dans une photocopieuse. Il s'appelle le ribosome, qui est dans votre cellule. C'est une photocopieuse. Voilà. Il prend, j'en veux 10 000. Il prend la truc et il en reproduit 10 000. Putain, c'est bizarre. Hein. Voilà. D'accord? Et quelle est la protéine qui garantit que la photocopieuse marche bien? La kuosine, que vous avez dans le natto. Et le natto, vous l'avez jusqu'à 35 ans. Après 35 ans, il disparaît de votre flore bactérienne. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette photocopie, avec le temps, vous photocopiez mal. Vous savez, ces photocopieurs où le truc, il commence à être tordu, la page, il y a des taches et des machins. La kuosine qui est dans le natto vous garantit une bonne photocopie. Donc vous voyez, c'est pas un anti-âge, c'est 20% de la prise d'âge. Mais 20%, c'est pas mal. Hein. Vous parlez du stress, pour bien vieillir, il faut du stress, il faut bien manger. Il faut faire de l'exercice. Il faut faire de l'exercice. Dernier sujet. Bon, ce qui est votre vie aujourd'hui, quand même. Je ne sais pas si c'est le vôtre. Vous avez l'âge que vous avez.
Ce que je vous souhaite, c'est que dans 40 ans, vous ayez exactement la même vie. C'est-à-dire du stress qui vous stimule, faire l'exercice physique et bien manger. On se ramollit si jamais. Il n'y a rien de pire, je pense, pour le cerveau, non, de tout arrêter, Ben évidemment. d'enlever tout le stress. Évidemment. Des mecs qui arrêtent de Vous bosser. prenez la retraite et le canapé, et la retraite dans le canapé, et vous avez le cocktail, terrible. Pourquoi? Parce que quand vous bougez, même si vous faites que ça, par exemple, Ouais, vous respirez, ben vous ouvrez votre thorax. avez vos carotides qui vont amener du sang dans votre cerveau. Votre cerveau, si je le déplie, c'est un terrain de foot. D'accord? Donc, il a été replié et il est alimenté par des artères. S'il n'y a pas d'alimentation, s'il n'y a pas assez de pression, ben, il y a des zones qui ne vont pas être alimentées. Quand on met les coudes en arrière, là, comme ça alimente. Vous ouvrez votre cage thoracique. Ouais. Un peu comme un développé couché au début. Voilà, quoi. vous respirez. Si vous nous écoutez un podcast audio, si vous êtes allongé, Voilà. ben ça fait monter un peu le sang au cerveau. Ouais. Donc c'est merveilleux. On a tout. On a tout pour se soigner. En nous. On a tout pour se soigner en nous. Et D'accord? donc, on n'a pas abordé un dernier sujet qui est un peu corrélé à tout ça. Oui. C'est le sommeil. Oui. Ah là là. On n'en a pas parlé, alors. Sommeil, Je ne sais sommeil. pas si vous êtes médecin, chercheur et ingénieur biomédical, mais est-ce que vous connaissez un peu le sommeil et Ah bah oui. est-ce que je peux vous poser 2-3 questions? Posez-moi des questions. Non, quelle est le nombre d'heures idéal pour un être humain? J'entends toujours des trucs différents aussi. Alors d'abord, ça dépend totalement de l'être dont vous parlez. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 9 heures, d'autres 7 Oui, bah, heures, c'est d'autres 5 pourquoi heures. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des petits dormeurs. Même, il y a des enfants qui sont des petits dormeurs. Hein. Non, mais moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie. Il y a des hommes politiques très connus, des présidents. Non, mais ils disent tous qu'ils dorment très peu. Ouais, mais est-ce que ça, c'est des conneries? Je sais pas. Je sais pas. Mais enfin bon, parce que Napoléon Ils disent, dormait 4 heures. Ouais, voilà. Voilà, Napoléon dormait 4 heures. Napoléon c'est devenu... dormait 4 heures. Voilà, donc je dors comme Napoléon, donc Ouais, je suis Napoléon. C'est cool d'être Napoléon. Mais est-ce que c'est possible de dormir 4 heures par jour? D'abord, ça varie en fonction de votre âge. Il y a un âge où, par exemple, on va dormir moins. On est probablement plus préoccupé aussi, hein, parce que le sommeil est absolument réparateur. Moins on dort, plus on grossit. Moins on dort, Plus on grossit. on grossit. Voilà. Le sommeil, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. Dormir dans une pièce un peu aérée, avec le silence, pas de lumière. Le poids des couvertures aussi. C'est marrant parce que ça a été prouvé. Plus on a un poids comme ça, Un duvet lourd. un duvet lourd, et mieux on dort. Voilà, c'est comme ça. Dans le noir, il faut, ouais. Ouais, le noir, ouais. Il y en a qui aiment bien dormir. Sauf les gens qui sont terrorisés par le noir. Non, mes parents font l'inverse. Ils dorment fenêtre ouverte. Oui, mais il volet fait jour. ouvert. Ouais, le matin, ils se réveillent, 5h30. Je sais pas comment ils font. Ah oui, mais ils se réveillent à 5h30. Ouais. Mais ils se sont couchés à quelle heure? Ah, je sais pas. 21 22h, 23h, oui. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui aiment bien se réveiller avec le soleil. Ah, mais, c'est vrai, oui, c'est mais agréable. il y a dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis par exemple, les gens sont très sur le cycle du soleil. Ils se lèvent très tôt, les Américains. Pensez quoi de la sieste? Hein, top. Si on peut, top. Mais il faut, À tous les âges, ouais. à tous les âges et peu de temps. Faut pas arriver dans un sommeil trop profond parce qu'après on est un peu ensuqué, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas manger avant de dormir? On entend toujours des trucs aussi. Des excitants. Des excitants. Alors ce qu'il faut pas faire avant de dormir, c'est de regarder un écran. Mais c'est exactement ce qu'on fait tous. Ben, vous savez pourquoi? On se met dans le lit, Vous savez pourquoi? tac, on se retourne, on parle pas à sa femme, Parce que on se met dos à sa la femme, on se parle plus la dernière heure. la dominante des LED, la dominante des écrans LED, c'est le bleu. Oui, c'est les lumières bleues. Et le bleu, vous savez ce que c'est? C'est excitant. C'est le réveil du cerveau. Quand il voit le bleu, il se réveille. Donc vous lui donnez des informations contradictoires. Tu lui dis, j'ai sommeil, mais réveille-toi. Donc ce qu'il faut faire, si vous voulez voir votre... Mais il y a un vous truc allez qui voir. limite les lumières bleues maintenant. Sur l'iPhone, on peut. Oui, je ne sais pas si ça marche. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, vous devez faire, à ce moment-là, ce soir, vous coupez votre téléphone ou votre iPad ou ce que vous voulez, vous prenez mon livre pendant une demi-heure. Parce que le contraste noir sur Lire blanc... un livre. Hein? Lire un livre, Lire c'est un bon. livre. Ouais. Ah, lire un livre, ça permet de s'endormir. Vous savez aussi pourquoi? Parce que quand on lève... En général, quand on regarde un écran, on le regarde vers le bas. Quand on lit, souvent, c'est vers le haut. Et quand on a les yeux vers le haut, on a sommeil. Pourquoi on a un coup de barre après avoir mangé? Quand on a mangé, on a le sucre qui augmente, donc l'insuline qui augmente. Et quand l'insuline a augmenté, à ce moment-là, la glycémie redescend, et parfois elle redescend plus bas que la valeur. Et donc vous avez un coup de pompe. D'accord? Donc quand on mange beaucoup, paradoxalement, 1 heure ou 1 heure et quart après, on est complètement... Il y a même des gens qui, en réunion au bureau, dorment. On dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas s'en empêcher. Qu'est-ce que vous aimez manger? C'est quoi vraiment un truc que vous aimez bien manger, votre petit kiff, qui n'est pas mauvais pour la santé?
un petit kiff qui est pas mauvais pour la santé. Moi, j'aime bien le poisson. J'adore le poisson. Une seule grillée. C'est bon. Avec des petits légumes. Ouais. Ça, c'est un moment. Enfin, c'est un grand moment. Vous aimez la bouffe, hein, vous aimez ça? J'adore ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bah, vous pouvez pas, très sincèrement, faire ce métier-là. Vous pouvez pas faire ce métier-là si vous détestez la bouffe. C'est impossible. En quoi le stress c'est mauvais pour la santé? Vous parlez de stress. Le stress, parce que quand vous faites du cortisol, quand vous êtes stressé, la première chose que fait votre organisme, il y a les petites glandes au-dessus des reins, surrénales, qui font du cortisol. Le cortisol, il va réveiller tout l'organisme. Et donc, il va stimuler les organes, et particulièrement le foie qui va lâcher du sucre. Voilà, il lâche du sucre. Donc, vous faites ce sucre, bien entendu, dès qu'on lâche du sucre, qu'est-ce qui se passe? L'insuline est sécrétée. Dès qu'il y a de l'insuline, on prend un peu de poids. D'accord? Donc en fait, le stress, ça peut faire grossir? Bah oui. Parce que si on fait ça... Alors, si vous faites une fois, parce qu'il y a un type qui a grillé le feu, bon, c'est pas... Voilà. Mais si vous le faites 10 fois, 15 fois dans la journée, vous êtes extrêmement anxieux, eh bien, même si vous mangez normalement, vous pouvez grossir. Sucre, l'ennemi numéro 1, c'est chez Albin Michel, voilà, Dr Réginald Alouche. Je vous mettrai le lien, voilà, si vous voulez, sous la vidéo YouTube, dans la description, vous pouvez les retrouver. Et puis dans la description du podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur Amazon aussi, je vous mettrai tout ça, voilà, dans la description. À chaque fois, vous avez un peu de texte. On rajoutera le lien pour télécharger ou pour acheter, commander le livre du docteur. Il y a des schémas à l'intérieur. On ne peut pas aborder tous les sujets parce qu'il y en aurait pour vraiment 4 émissions, mais c'est super intéressant. Vous faites d'autres choses à côté aussi en ce moment? Oui, je fais deux choses. Alors, pour le livre, justement, comme je fais quand même la promotion de la prévention du diabète par l'intermédiaire du capteur, je vais lancer une masterclass sur comment interpréter les courbes. Parce que quand vous avez les courbes, il faut les comprendre. Alors, bien entendu, votre médecin traitant peut vous y aider, mais c'est quand même très, très nouveau. Donc, on lance une application, une masterclass qui s'appelle GLYC, GLYC.co, et qui va permettre aux personnes d'envoyer leurs courbes. Et il y aura une interprétation par un moteur d'IA classique pour justement savoir où on en est. Et à côté de ça, vous avez aussi une autre société où vous cherchez, vous faites des recherches en ce moment. Voilà, en fait, il y a 4 ans, en fait, si vous voulez, je suis arrivé à un âge où... Et 68 ans aujourd'hui. Voilà. Et le diabète, moi, je vois, c'est une épidémie qui touche tout le monde. Il faut savoir qu'il y a 500 millions de diabétiques aujourd'hui dans le monde. Il y a 1 milliard de prédiabétiques. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. C'est absolument colossal. C'est une maladie, l'OMS considère que c'est une maladie hors de contrôle. Hein, voilà. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer un chercheur, directeur de recherche, qui est aussi académicien et qui s'appelle Charles-Henri Balbert. Et tous les deux, on a eu la chance de mettre au point un traitement curatif du diabète de type 2. D'accord ? Donc, curatif, c'est-à-dire pas palliatif. La plupart des médicaments aujourd'hui sont des médicaments palliatifs qui vous permettent de... Vous les prenez 1 fois par semaine, 1 fois par jour, ainsi de suite. Nous, c'est un implant qu'on pose sur la veine porte par célioscopie et on a une rémission qui est entre 3 et 5 ans. Voilà. Sans vous allez guérir le diabète. Qui arrête le diabète, qui permet de perdre du poids. Et parce que c'est souvent assez lié. Mais ça n'existe pas encore aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. On a testé chez le cochon. Parce que les cochons, c'est les animaux en fait qui ressemblent, qui ont le tube digestif est identique à celui de l'homme. Il est omnivore comme nous. C'est fou. Hein. Ah, il nous ressemble beaucoup plus que. Ah, beaucoup plus. Et ils sont très sociaux, très sympas les cochons. Et vous leur foutez une pince sur le. Alors, sur, non, sur on la les veine. opère. On leur a mis leur. Bien entendu, on a toutes les autorisations. Ah non, mais, bien sûr, voilà. On imagine que vous n'arrivez pas à la faire avec un et ils couteau au sont très Pinel. bien. Ils sont dans un enclos totalement contrôlé en température. Ils mangent ce qu'ils veulent. Ah, c'est bon, ils sont heureux. Voilà. Et le samedi dimanche, un soigneur vient les voir parce qu'ils dépriment sinon. Ils pourraient modifier les données. Les données recueillies, oui, ils sont très sociaux. Il faut leur parler, voilà. C'est quoi la veine porte? Vous dites c'est Alors la veine porte, votre tube digestif, l'intestin, et ainsi de suite. Tout le sang du tube digestif va dans le foie, tout, par intermédiaire d'une veine qui est la porte du foie, qui s'appelle la veine porte. Voilà, c'est un tuyau qui fait à peu près 10 cm, 1,5 cm de diamètre, et tout le sang, 1,5 litre par minute. Hein. Putain, c'est beaucoup. 1,5 litre par minute. Eh bien, qu'est-ce qu'a découvert M. Melbert? Il a découvert que dans la paroi de la veine porte, vous avez des capteurs qui mesurent le sucre. Et que ces capteurs sont reliés au cerveau. Et ils disent au cerveau, il y a ou il n'y a pas. Et il a découvert que, c'est ça qu'il a publié, que les diabétiques et les obèses avaient beaucoup moins de ces capteurs. Donc quand on s'est rencontrés, on s'est dit, mais pourquoi on ne recrée pas ces capteurs?
et on a trouvé le moyen de les recréer. Voilà. Donc en fait, on rétablit, c'est pas un médicament, on rétablit la rétroaction classique entre le foie et le cerveau. Et donc ça va être quoi physiquement ? Physiquement, sous cystoscopie, on Sur met un humain, un petit implant. On met un petit implant au-dessus de la veine porte. Vous avez la veine porte ici. Au-dessus de la veine porte, on fait une petite loge. On pousse un petit implant qui fait 4 mm de diamètre sur 2 cm. Et puis on le laisse. Ça dure 12 minutes et c'est fini. Et après c'est fini. C'est fini. Et on peut être guéri du diabète. Du diabète. Ça peut arriver pour quand ? Eh bien, écoutez, là, on va commencer les essais cliniques chez l'homme en 2026, fin 2026, parce que c'est très compliqué, c'est très réglementé, comme vous en doutez, et c'est normal. Et puis, donc, ça n'arrivera pas avant 2030. Ça pourrait être une révolution, ça. Non, mais c'est pas peut-être, c'est une révolution. Il y a combien de pourcentage de possibilités que ça marche ? Eh bien, écoutez, les cochons qui étaient diabétiques et obèses, tous les cochons ont répondu. Et on avait un groupe témoin à qui on a posé un implant qui n'était pas notre implant Paltec. Ça s'appelle Paltec. Voilà. Moi, j'ai déclaré la guerre au diabète. Je le dis franchement, je pense qu'on ne peut pas rester comme ça, assis, à attendre que les gens deviennent diabétiques, parce que je rappelle quand même que le diabète, c'est la première cause d'insuffisance rénale, de maladie cardiovasculaire, d'impotence, d'impuissance, d'amputation. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc moi, j'ai décidé, je suis arrivé maintenant à un âge vraiment de maturité, et je trouve très élégant de pouvoir me battre et tout faire. Donc la prévention avec Glic.co, la thérapie avec Paltec, et puis j'ai mon activité de médecin. Vous avez 2 livres, parce que j'ai parlé de Sucre, l'ennemi public numéro 1 chez Albin Michel, mais il y en a un autre chez Albin Michel. Il est encore en vente ou pas, non ? Oui, il est encore en vente. Ça a été un carton, celui-là, il a cartonné. Oui. Ça s'appelle la méthode hépato-détox. Ouais. Voilà, mincir durablement et sans manger. Voilà. Il y a des lunettes sans danger. Sur et sans danger, pardon. Oui, parce que... C'est sûr que ça, c'est un bon régime. Hein. Ouais, mincir durablement sans manger, évidemment. Ça marche à 100% des cas. Et grâce au foie, d'ailleurs, vous le dites. Oui, parce qu'en fait, le foie, c'est, vous savez comment on l'appelle dans la médecine chinoise ? On l'appelle le général. C'est le grand patron, c'est le foie. On a un organe qui a été surdimensionné. Hein. On a 300% de capacité. Et c'est le seul organe qui se régénère, tout seul. Si on peut en couper une partie, il va regrouper. Ouais, c'est merveilleux. Contrairement au pancréas ou à d'autres. Voilà, c'est autre chose. Ouais. Le foie, il est 3 fois plus gros que ce dont on a besoin ? Oui, 3 fois plus gros. Parce qu'à l'époque, quand on était dans les cavernes, j'en ai beaucoup parlé des cavernes, mais on mangeait n'importe quoi. Comme c'est le foie qui est pur, qui détoxifie, eh bien, il faut qu'il ait une grosse éponge, un gros filtre. C'est un filtre. Un gros filtre, oui. Il fait plus de 150 transformations. Il fait les vitamines, il vous fait la bile, il vous fait les facteurs de coagulation, il fait un nombre de choses, mais absolument hallucinant. Merci beaucoup, Dr Réginald Dalouche. Merci d'être venu. Merci. D'avoir parlé de tout ça. Et félicitations pour ce que vous faites. Désolé, pour l'instant, il faut... Et on croise les doigts fort pour tous ceux qui ont le diabète. Parce que voilà, je serais très fier de pouvoir traiter définitivement. On va suivre tout ça et puis on va croiser les doigts pour vous. Et c'est français. Ça marche. Et c'est français, ouais. C'est français. Mais là, c'est une avancée mondiale. Donc oui. Il faut que ça reste français. Il faut que ça reste français. Ah, oui. Donc mon problème, c'est de lever des fonds, toujours la même chose. Il faut lever des fonds, parce que c'est une recherche qui coûte très cher. Mais bon. Vous avez assez trouvé aujourd'hui ou pas ? On trouve. Vous trouvez ? C'est difficile, mais on trouve. Bon, sinon je mettrai un mail si vous voulez à vous en dessous. Non mais sans blague, on ne sait jamais. On n'avait pas prévu de parler de ça, mais merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé l'émission, les amis. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende, 3 interviews ou documentaires. Et le mardi, il y a Légende Story aussi, sans animateur, avec un journaliste qui se met dans la caméra pour vous proposer 4 programmes par semaine. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Vous êtes environ 150 000 à nous rejoindre chaque mois en plus sur notre chaîne YouTube. Donc continuez de vous abonner, ça nous aide beaucoup. À commenter l'émission aussi, à la liker, à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et puis sur les podcasts audio, merci de faire de Légende le premier podcast de France, que ça soit sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Mettez 5 étoiles aussi sur les applications, ça nous permet de monter dans les algorithmes et d'être proposé encore plus dans les classements. Merci à vous tous, merci à l'équipe d'avoir préparé toute cette émission, à tous ceux qui ont lu le livre avec moi pour préparer cette interview du docteur Réginald Dalouche. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview sur Légende. Ciao tout le monde.